Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le write-up de la box qui s'appelle la Monitored avec le bon accent français. Donc c'est une machine qui est sortie, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est sortie il y a quand? La semaine dernière je crois. C'était dans le season, donc j'ai réussi à la faire à temps. Je crois qu'il me restait un jour à peine pour la faire, mais en tout cas je l'ai réussi. Alors c'était une médium, on peut voir ouais, bien médium, même légèrement médium plus, donc medium easy. Et on va voir que dans ce write-up, pour réussir à exploiter la machine, c'est vraiment l'énumération qui va jouer un rôle primordial. Et sans bonne énumération, impossible de résoudre cette machine et de la péter. Donc Monitored, on va commencer directement. Alors comme d'habitude, à chaque fois, on fait un anneau etc host pour rajouter l'adresse IP de la machine directement de notre fichier host. Donc là, c'est 10.10.11.248. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que ça risque de spoiler certains trucs et je l'ai déjà fait, mais on va juste rajouter une ligne avec l'adresse IP suivie de monitored.htb, donc le nom de la machine.htb en minuscule. Et ensuite, on peut l'utiliser pour faire toutes nos actions comme je l'ai fait ici avec un scan nmap. Donc, comme à chaque fois, j'ai l'habitude de lancer mon petit scan nmap-p- pour utiliser, enfin, pour scanner tous les ports, du premier au 65735. Le tiré grand A pour le mode agressif qui va faire un tiré petit s grand C pour faire de l'énumération par rapport à des scripts. Donc ça va lancer des scripts en fonction des ports ouverts pour nous afficher beaucoup plus d'informations. Ça va faire un tiré petit s grand V pour avoir la version des services qui tournent sur les différents ports. Ça va faire un tiré traceroute. Ça va faire un tiré grand O pour identifier le système, donc l'operating system. Et peut-être que ça fait un template T4 ou quelque chose comme ça. On lance le -minerai de 5000 pour envoyer au minimum 5000 paquets par seconde pour que ce soit beaucoup plus rapide, sinon on va y passer des heures. Et on met le nom ensuite de la machine à scanner, monitored, qui va ensuite être traduit via son adresse IP. Et en gros, on fait un scan sur l'adresse IP 10.10.11.248. Qu'est-ce qu'on voit une fois que le scan est fait? On voit qu'on a un port 22 qui est ouvert, classique SSH. On a le port 80, qui est un port web. Donc dessus, on a un Apache qui tourne, version 2.4.56. Alors on pourrait voir, on pourrait tester s'il y a une version vulnérable de cette Apache-là. En l'occurrence, c'est pas le cas. Pareil pour SSH, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est tenter de me connecter en SSH avec un truc bidon pour voir si on a besoin d'une clé publique absolument ou pas. Là, apparemment, on nous demande un mot de passe, donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir de clé publique, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire pour s'y connecter. Et ensuite, donc la port 80, donc là, on voit que en fait, à chaque fois, toutes les informations supplémentaires en dessous des ports qui nous affichent, c'est parce qu'on a utilisé le tiré grand A et qui lui-même a fait appel au tiré petit s grand C qui a appelé des scripts pour avoir différentes informations. On peut voir que là, le script qui a été appelé, il s'appelle HTTP server header, et du coup, ça nous retourne le header du port 80. Pareil pour le titre. Et là, truc intéressant, c'est que pour le titre, on nous dit did not follow redirect, donc ça n'a pas suivi la redirection vers HTTPS. Donc HTTPS, il est ensuite, et on va le voir après. Mais nagios.monitored.htb. Donc là, on a déjà un sous-domaine qui est nagios.monitored.htb. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On retourne dans notre fichier host, nano/etc/host. Là, je peux vous montrer parce que du coup, ça ne spoil plus. Et on va mettre dedans monitored et nagios monitored.htb. Donc ça, on l'a rajouté, on est bon. Mais rien ne nous dit qu'il n'y en a pas encore plus que ça. Donc on peut tenter de faire un fuf, fuf-u, http monitored. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc en gros, on va faire du fusing de subdomain. Donc en fait, on va vérifier ici s'il n'y a pas d'autres sous-domaines de monitored.htb qui existent et pour lesquels on pourrait s'appuyer dessus. Donc ici, si on le lance, on va voir que ça va faire plein de faux positifs. Donc j'utilise une word list qui est dans la checklist qui s'appelle subdomains top 1 million. Voilà, c'est ça. Et en gros, il y a 110 domaines, enfin 110 potentiels sous-domaines qui pourraient correspondre. On va lancer ça là-dessus. Donc là, on peut voir que on a plein de faux positifs. Et à chaque fois, le point commun, c'est au niveau de la ligne, enfin au niveau des mots. On peut voir qu'on a 20 mots. Donc on va rajouter un filtre dessus avec -fw, donc filter words. Et on va mettre 20 pour dire que tous ceux de 20 mots, on ignore.
On va balancer ça. On voit qu'il y a celui de Nagios, mais qu'on avait déjà récupéré avec Nmap qui est ressorti. Et spoiler, ça sert à rien que je continue, mais bon, il y aura rien qui va ressortir de plus. Donc là, c'est la principale chose à faire par rapport à ce domaine. On a déjà énuméré. On n'a pas de port. Il y a le Nmap, on n'a pas de port 53 qui est ouvert. Alors attendez, hop, parce que je remonte trop. On n'a pas de port 53 qui est ouvert, donc on va pas pouvoir tenter de faire de l'énumération un peu plus poussée, comment ça s'appelle, de la transfert de zone ou ce genre de choses. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de DNS. Ensuite, on a un serveur LDAP qui est ouvert, enfin un service LDAP, donc le serveur LDAP qui tourne sur monitored.htb. Ok, donc on va peut-être pouvoir ensuite essayer de choper des informations par rapport à ça, mais bon, ça me paraît un peu spécial. Souvent, il va falloir des credentials. On a aussi, donc du coup, le port 443. Normalement, quand on accède sur le port 80, on est redirigé vers le nagios.monitored.htb sur le port 443. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le titre, donc c'est Nagios XI, d'accord? Ici, on a le certificat SSL. Peut-être que dedans, on va pouvoir avoir un nouveau subdomain. Ici, on peut voir que c'est le même qu'on avait déjà, monitored, enfin nagios.monitored.htb. On n'a rien d'autre, donc on laisse comme c'est. Ok, ensuite lui c'est filtré. Là, le 5667, on ne sait pas trop ce que c'est, il est ouvert, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Peut-être que c'est un autre serveur web, donc faudra investiguer par rapport à là. Et le reste, c'est des faux positifs, s'ils sont filtrés, donc c'est pas très intéressant. Ici, il y a Traceroute qui est lancé, bon, on n'a pas plus d'informations, ok. Bon, on a lancé Not Using, on a récupéré les premières informations, donc on est bon. Maintenant, sur ce classique, on va aller voir sur les différents sites web, voir à quoi ça correspond. Donc, HTTP, deux points, alors, deux points, slash, monitored.htb, voir s'il y a des choses qui se passent. Donc là, on est bien sur HTTP pour 80. On va dessus, on est automatiquement redirigé vers l'HTTPS en nagios.monitored.htb. Ok, si on tente juste d'accéder au site qui n'est pas le sous-domaine, on arrive exactement sur la même page. On peut voir que si on met ici comment ça s'appelle? Si on laisse la souris tout en bas, on peut voir que ça me redirecte vers monitored.htb slash nagiosxy. Quand on clique dessus, effectivement, c'est celui-ci. Et si on retourne encore une fois sur le Nagios, donc le sous-domaine nagios.monitored, en fait, à chaque fois, on accède exactement à la même chose. Donc, ça a l'air d'être uniquement par rapport à la redirection du port 80 qui nous redirige vers le sous-domaine Nagios, mais ça n'a pas l'air d'avoir une incidence sur les pages qu'on visite. En tout cas, de ce qu'on voit là maintenant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais il faut faire attention parce que ça pourrait être le cas pour certaines pages, par exemple. Donc ici, on voit que on a un nagios pour monitored.htb, donc on est dans le slash nagios xy, ok, et on a une page de login. On a une page de login, si on regarde un peu dans le code source, peut-être qu'on peut voir des numéros de version ou ce genre de choses. Là, on a des choses, on a des URL de backend, pardon. Donc Ajax Helper, Ajax Proxy, on n'a pas de mot de passe en clair, c'est des mots enfin des phrases de traduction. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des choses très intéressantes. Ici, on peut voir quelque chose qui peut être sympa. Non, là, il n'y a rien non plus. Ok, ok. Bon, là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une différence avec juste le monitored.htb classique? On regarde, on a à peu près les mêmes URL. On continue. Là, on n'a rien de spécial. On n'a rien. Là, c'est vide. Document ready. Ok. Select tab. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant. Ok. Ici, est-ce qu'il y a une version? Il n'y a pas de version. On sait que c'est de 2009 à 2024. Nagios XI, on n'a pas plus d'informations que ça. Si on regarde un petit Wapalizer, peut-être qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur ce qui est tout derrière. On a du Bootstrap, on sait que c'est du PHP, on est sur une Debian, serveur Apache. Il y a des librairies et des graphiques JavaScript, c'est pas très intéressant. Ok. Donc, ce qu'on pourrait essayer de chercher bêtement, c'est sur Internet, peut-être qu'il y a des CVE en lien avec Nagios XY. Donc, si on tape Nagios XY, donc exploit, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, ici, le premier qui nous retourne, c'est Nagios XI, pardon, 5.7. quelque chose, qui a l'air d'être une RCE, ça nous intéresse. Mais le souci, c'est qu'on peut voir que là, en fait, faut être authentifié pour pouvoir le lancer. Et ça date de 2020. On est en 2024 au moment où je tourne cette vidéo ou au moment où la box est sortie. En 4 ans, enfin là du coup ça fait 3 ans parce que c'était en décembre.
en légèrement plus de 3 ans, j'imagine que la faille a été patchée. C'est dommage parce que ça avait l'air assez simple. Python, le nom du script, l'URL, le username, le password, notre adresse IP, notre port, et on avait un reverse shell dessus, on était bon. Ici, c'est une medium, donc peut-être que les CVE, ça va être beaucoup moins utilisé ou un peu plus difficile que ça. Ok, on peut continuer. La plupart, en fait, des exploits des CVE sont des choses authentifiées, où il faut être authentifié. Si on regarde par exemple sur ce GitHub, ça peut être intéressant. Ici, on voit que ça a l'air d'être une Privesc, vulnerability spawn root shell. Donc là, c'est carrément, on a un shell root à la fin. Maintenant, access as the Nagios user. Là, apparemment, Privesc. Donc POC a été développé. En fait, ça upload un payload qui va exécuter un reverse shell après en route. Donc ça a l'air en vrai d'être simple, mais encore une fois, il faut être authentifié. Donc tout cela, on peut les mettre de côté. On se les garde en tête. Le problème, c'est qu'il faut être authentifié. Donc pour le moment, on peut rien. On peut tester les credentials par défaut de Nagios. Donc Nagios XI default. Voilà, hop, credentials. Si on cherche ça par défaut, how to change Nagios by default, default password, Nagios XI for root account. Bon, ça a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir des choses. Là, on peut dire default Nagios username and password is Nagios admin. Donc, on peut tenter Nagios admin, login. Il n'y a rien qui se passe, c'est pas bon, ok. Bon, là, on a fait à peu près le tour, on n'a plus rien plus rien à faire. On peut tenter de voir s'il n'y a pas un robot.txt. Ça peut être intéressant, la racine. On n'a pas, donc on va lancer un fusing avec FUF pour voir au niveau de monitorer qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Donc FUF, encore une fois, FUF-U HTTPS, cette fois-ci nagios.monitored. Non, il veut pas. HTTP Nagios, il veut plus. Alors, attendez, monitored. Hop, hop, hop. HTTPS. Pourquoi il veut pas? C'est pas celle-là. Monitored. Peut-être parce qu'en fait, je le lançais uniquement avec Fuse. Fuse HTTPS. Pardon. Nagios. Non plus. Bah alors. Monitored. Bon, on va essayer de le lancer comme ça. Je crois que j'aurai pas mal d'erreurs, mais il faut que je retrouve la commande. Ouais, ça veut pas. Parce que en fait, c'était répéter fuf, u et j'avais mis là-dedans HTTPS. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, le fusing, on va lancer classique ou discovery. Moi, c'est dans le big, directory list big. On va lancer déjà sur la racine, voir si on a des choses intéressantes. Et après, on en lancera un autre sur le Nagios XI. Donc, on peut voir est-ce qu'il y a des choses intéressantes. On va rechercher quoi comme extension? On va rechercher les points PHP principalement, on a vu que la technologie qui tournait dessus, c'était du PHP. Donc, on va lancer ça comme ça. Et on va voir si on a des informations qui sont retournées. Peut-être qu'il va falloir mettre un filtre si jamais on a des faux positifs. On va voir ça ensuite. Ok, donc c'est lancé. Les requêtes se font. Et à côté, on va pouvoir en lancer un autre si jamais. On a du JavaScript. Ok, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre parce que sinon ça va être moche. Hop, j'agrandis un peu. Même mettre comme ça. On se met, on refait la même, mais cette fois-ci, donc, OPT, UF. Sauf que là, au lieu de faire uniquement là-dessus, on va faire sur Nagios XI. Hop, on relance exactement la même. Et on va attendre que ça se passe. Là, peut-être qu'on a des informations intéressantes. Si on va voir le JavaScript, donc, hop, JavaScript, est-ce qu'on est, ok, forbidden, donc on n'y a pas accès. Ok, on peut tenter de regarder à la main s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes par rapport à Nagios. Si on regarde un petit peu, on pourrait regarder le fonctionnement de Nagios en général. Qu'est-ce que Nagios?
Peut-être que ça peut nous donner un peu des indices sur les endroits où on va devoir chercher. Donc, si on va sur par exemple le site d'Oracle, alors on aurait pu aller sur Wikipédia également. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, dès que je lance deux fusing, ça y est, ma machine est en train de péter. J'ai peut-être pas dû le faire en même temps. Là, il y a beaucoup de choses qui nous sont remontées. Ok. Donc, le premier fusing, on voit qu'on a un Nagios qui apparaît. Or, sur le deuxième, c'est Nagios XI. Donc, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Bon, avant d'aller voir ça, on peut regarder ce que c'est. Donc, Nagios, c'est un logiciel ordonnanceur qui surveille les systèmes. Donc, c'est pour faire du monitoring. Offre des services de surveillance, c'est-à-dire pour les serveurs, fonctionner sous Linux, mais fonctionne aussi bien sur d'autres variantes d'Unix. Open source, machin, surveillance des équipements cibles. Ok. Quelles sont les solutions de supervision de Nagios? Je parle de big data, machin, ok. Voilà. Hop, ça va dégager parce que les cookies, ça va 2 minutes. Là, il nous explique possibilités, donc on peut faire SMTP, tout ça, développer, langue en anglais, ok. Bon, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Ok. Bon, on n'a pas plus d'informations. Maintenant, on va voir où on en est par rapport à notre sujet. Donc là, on peut arrêter, je vous spoil parce qu'on ne trouvera rien de plus de ce côté-là. Ici, du coup, on a un Nagios. Nagios, on n'est pas encore allé voir ce que c'était. Donc, on va directement faire ça. On va aller regarder dans Nagios. Si on arrive dans Nagios, ah, là, il nous demande un mot de passe. Intéressant parce qu'on n'était pas encore tombé sur cette page. Donc, c'est de l'authentification, enfin, authentification basique. Donc, on peut tenter de mettre un user un mot de passe, par exemple admin. Alors, je me suis planté, mais de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. On peut essayer Nagios admin, comme avant, on avait vu que c'était le default. Peut-être qu'elle ne fonctionnait pas sur la page de Nagios XI, mais qu'elle fonctionnera ici. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, alors, on pourrait essayer de bypass ça en regardant s'il n'y a pas d'autres requêtes, parce qu'on a fait une requête avec une méthode get. Peut-être qu'on peut tenter de bypass cette page en modifiant la requête, en mettant du options, du head, du post, du put, du delete. On peut essayer plein de trucs. Ça ne fonctionne pas. Donc ici, on commence déjà à être un petit peu bloqué. On a déjà deux pages pardon, de login, mais on n'a aucun identifiant par rapport à ça. Si on retourne sur notre deuxième fenêtre, ici, de ce qu'on avait lancé, donc sur le slash Nagios XY, enfin XI, je vais réussir. On peut voir qu'on a image, donc index, est-ce qu'on a des pages 200? On a login, mais c'est celle de base. Et derrière, on a plein d'autres pages, mais on ne sait pas trop. En vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est aller essayer chacune de ces pages. Donc, admin, peut-être qu'on y a accès, donc on va essayer. On va y aller bêtement. Alors, Nagios XI. Derrière, on tente admin. Est-ce qu'on peut réussir à accéder à admin? Non, on est redirect vers le login.php. Ok. On peut essayer mobile, machin, bidule. On va en essayer. DB, ça peut être intéressant pour database. Peut-être qu'on peut accéder à des fichiers qui ont mal été sauvegardés, enfin qui ont mal été protégés. Hop, là on est en forbidden. Donc potentiellement on sait que ça existe, mais on n'y a pas accès. Il y a quoi? Il y a API qui peut être intéressant aussi, donc on peut aller check par rapport à ça. Hop, API. Et on est en forbidden aussi, donc ça a l'air d'exister, mais on n'y a pas accès non plus. Ok. Est-ce que pour les autres pages, on y a accès en comme ça, sans utiliser le subdomain non plus? Donc ici, on a des pages potentiellement qui existent, mais on ne peut rien faire derrière par rapport à ça. Mais on les garde en tête. Potentiellement, ça pourra nous servir plus tard. Et là, on est un petit peu bloqué parce qu'on a fait à peu près le tour et il n'y a vraiment rien qui ressort par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à regarder, concrètement, repartir en fait au niveau de l'énumération. Ce qui est recommandé de faire, c'est que quand on commence à faire un petit tour d'horizon, alors là, je suis allé assez vite, hein. Moi, quand je l'ai fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai vraiment regardé chaque page, chaque code source, au niveau des fichiers. Le fusing, je l'ai laissé beaucoup plus longtemps pour voir s'il n'y avait pas des choses qui étaient cachées. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Là, je vous le fais rapidement parce que c'est un write-up et on va pas y passer non plus 3 heures. Mais quand on est bloqué comme ça et qu'on a fait à peu près le tour, ce qu'il faudrait faire, c'est repartir du début.
et se demander est-ce que on a vu toutes les pistes. Ici, si on retourne sur notre Nmap, alors malheureusement, je ne l'ai pas, s'il est ici. Là, on est déjà bloqué, mais on n'a pas été voir ce qu'il y avait sur le port 389, le fameux LDAP. On n'a pas été voir non plus ce qu'il y avait là-dessus. Et là, le scan, on n'a fait qu'un scan sur du TCP. On n'a pas fait sur de l'UDP. Il peut y avoir quelque chose derrière. Si on regarde un petit peu fonctionnement Nagios, alors avant je voulais vous le montrer comment ça fonctionnait par rapport au site web qu'on a visité. Malheureusement, ils n'ont pas expliqué comment le monitoring était effectué. Bon, je vais vous le dire du coup manuellement, enfin de vive voix de moi, venant de moi. En fait, Nagios, c'est un outil qui permet vraiment de centraliser les informations de monitoring, par exemple, d'une machine. Ça veut dire qu'on a un serveur, on veut vérifier qu'il fonctionne correctement. Donc on veut vérifier que par exemple sa température ne dépasse pas 50 degrés, on veut vérifier que la charge de son CPU ne soit pas supérieure à 70%, on veut vérifier que la RAM ne dépasse pas un certain seuil, ce genre de choses. Et en fait ça, comment ça fonctionne? Donc grâce à Nagios, on va déployer ce qu'on appelle des agents. Ce sont des petits outils, des petits logiciels, des petits exécutables qu'on va directement installer sur le serveur ou sur la machine qu'on veut monitorer. Et en fait, cette machine, tous les X temps, va renvoyer les informations nécessaires directement à Nagios. Et ensuite, on va avoir pas mal de graphiques, de choses comme ça dans Nagios pour pouvoir contrôler que tout se passe bien. On va pouvoir mettre en place des alertes si jamais on veut être, par exemple, on veut recevoir un email si jamais notre serveur dépasse certains seuils, ce genre de choses. Donc c'est vraiment du monitoring de base, c'est assez complet. Et pour que les agents enfin oui, les agents sur les machines nous renvoient leurs informations, on va utiliser un protocole qui s'appelle SNMP. SNMP, c'est un protocole qui fonctionne sur UDP, over IP, machin bidule, is SNMP, TCP ou UDP, et on nous dit que ça utilise UDP. Ok. Donc là, déjà, on est sûr qu'on a loupé quelque chose parce que ici, on a fait qu'un scan Nmap sur du TCP et pas sur de l'UDP. Donc on va devoir en renvoyer un. On pourrait regarder du coup à quoi correspond le port 5667. Port, what is it? Hop, j'ai fait une petite faute, mais il devrait comprendre. Là, on peut aller sur Speed Guide, mais donc là, on peut voir qu'apparemment, port machin, c'est lié à Nagios. Donc, bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ici, bon, on n'a pas plus d'informations, c'est toujours du Nagios, ok, ça ne nous intéresse pas. On pourrait regarder également sur le LDAP si on ne peut pas récupérer certaines choses qui peuvent être intéressantes. Alors, normalement, il y a des commandes en Python 3. Alors moi, souvent, j'utilise Python parce que c'est assez simple. En fait, on va importer un module LDAP pour ensuite effectuer des actions dessus. Il y a LDAP Search aussi. LDAP Search qui peut être utilisé. On peut lancer certaines commandes et là, on va retrouver des informations. Donc ici, on peut voir monitored.htb, mais on n'a vraiment rien de plus. Supporté de mécanismes, on a du NTLM, ok, mais bon. Là, on a différents identifiants. Donc qu'est-ce que c'est ceci? Ça s'appelle la MIB, enfin ce sont des OID. Des OID qui font partie d'une MIB. Donc là, ça ne veut rien dire ce que je vous dis, mais en fait, les OID, ce sont des identifiants uniques qui font partie d'une MIB. Qu'est-ce que la MIB? C'est une énorme base de données qui va contenir plein d'identifiants avec des informations. Donc, MIB qui veut dire Management Information Base, pardon. MIB, un overview. Donc là, il nous explique un petit peu, par exemple, ce que c'est. Donc si on va dessus, par exemple, sur ce site ici, alors, MIB, voilà, machin, bidule. En gros, c'est une énorme base de données qui va correspondre avec des numéros. Donc un OID, c'est un numéro de cette tête-là. Donc c'est un nombre, point un autre nombre, point un autre nombre, ou un chiffre, ça dépend, point un autre nombre, point un autre nombre, ainsi de suite. Et en fait, ça correspond à une branche. Dans cette branche-là, on a une autre branche. Ensuite, on a encore une autre branche, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce point-là. Et en fait, la MIB, il y a tellement de données dedans qu'en fait, on peut voir absolument tout par rapport à une machine. On a un OID, donc dans la MIB,
On a un OID, par exemple, qui correspond à la charge CPU actuelle de l'ordinateur, enfin de la machine. On a un OID qui correspond enfin, on a un OID par process qui tourne sur la machine, donc on peut potentiellement voir quels sont les process qui tournent actuellement sur la machine. C'est vraiment pour faire du monitoring de A à Z. Il y a une MIB. Alors, j'imagine que je crois que de mémoire, quand on tape MIB Explorer sur Google, on est censé pouvoir accéder, la MIB Browser, on est censé pouvoir accéder à une MIB en ligne pour laquelle on va pouvoir naviguer un peu dedans. Alors, à savoir aussi, je crois que de mémoire, chaque système d'exploitation a sa propre MIB, c'est pas la même chose. Là, c'est pour télécharger, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Je veux pas la télécharger, je veux y aller online. Hop, non. Explorer Online. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je sais pas si on aura un résultat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne encore parce que ma machine est ultra lente? Non, d'accord, donc c'est juste ma machine. IMIB Browser Online, donc on va essayer d'aller dessus. En espérant, si ça fonctionne pas, tant pis. Donc voilà, on peut voir que, là c'est pour rechercher, on peut voir que par exemple, les consent, on peut voir que SNMP, il a déjà un OID, qui est celui-ci. On peut rechercher des termes. Par exemple, il y a on peut voir qu'il y a des bases de données MIB différentes en fonction des vendeurs. Par exemple, une base de données pour SNMP V2, si on clique dessus, on peut voir l'arbre. Et on peut voir à chaque fois les OID qui correspondent à la branche choisie. Par exemple, ici, si on accède à l'OID 1.3.6.1.2.1.1.5, donc c'est en lecture-écriture, et ça nous permet d'avoir des informations sur le nom du système. Donc si avec SNMP on récupère cet OID-là, alors on récupère le nom du système. Là, il y a aussi une information, si on clique dessus, voilà, by convention, décision, voilà, qualified domain name, ok. Et on a plein de choses comme ça, et on peut aller vraiment beaucoup en profondeur. Donc ici, on n'a pas grand-chose en plus, mais normalement, c'est assez infini, et on peut vraiment récolter absolument tout par rapport aux informations d'une machine en particulier. Donc voilà, ça c'était vraiment la présentation de qu'est-ce que la MIB, qu'est-ce qu'un OID, parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Donc, assez parlé, on va lancer le Nmap-SU pour le scan UDP, le A pour le mode agressif parce qu'on veut quand même avoir des informations. On lance le top port 200 parce qu'on veut les 200 ports les plus utilisés en UDP, ça sert à rien d'avoir plus. De toute façon, SNMP, je crois que c'est port 161, donc ce sera automatiquement dans les 200 ports les plus utilisés par rapport à Nmap. On va lancer ça et on se retrouve une fois que le scan est terminé. Allez, à tout de suite. Et me revoilà, après beaucoup de minutes à attendre, ça s'est finalement terminé. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Déjà parce que UDP, et ensuite vous voyez parce que, hop, il y a beaucoup d'informations qui ont été retournées, et ça c'est parce que j'ai lancé l'option "-A" de, comment ça s'appelle? De Nmap, qui va faire, si vous vous souvenez bien, le "-S, petit s, grand C, il va lancer les scripts, et comme il a trouvé un SNMP, il va lancer des scripts sur le SNMP. Donc, si on retourne un peu plus dans les détails, paf, on a port 68, on ne sait pas trop ce que c'est DHCP, ok, on s'en fout. Le NTP, c'est pour synchroniser au niveau du temps de machine, on s'en fout. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le 161 qui est le SNMP, donc c'est un serveur SNMP V1. Et apparemment, il y a aussi un SNMP V3 en public, avec une communauté publique qui est lancée dessus, ok. Alors, SNMP, il y a trois versions. Il y a le V1, la V1, qui est vraiment absolument pas sécurisée, tout le monde y a accès, on rentre dedans comme dans un moulin. Il y a la V2, où V2 c'est un peu plus sécurisé, mais je crois qu'on peut y accéder encore sans avoir besoin de mot de passe, ou alors avec certaines communautés en ayant besoin d'un mot de passe. En tout cas, il faut connaître la communauté pour pouvoir y accéder. Communauté, c'est une sorte de namespace un peu où on peut retrouver des informations dedans. Et on a la version V3 qui est la dernière à ce jour et qui est la plus sécurisée, où il faut un login et un mot de passe chiffré, je crois en plus qu'il faut donner pour pouvoir accéder à une certaine communauté. Donc ici, ça a l'air d'être de la V1, ils nous disent aussi V3, mais en tout cas, ça a l'air d'être de la V1 parce qu'on accède à tout. La V3 publique, je connais pas assez SNMP pour vous dire si c'est possible d'y accéder sans avoir besoin de mettre de login de mot de passe. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a beaucoup d'informations. Donc, grâce à SNMP, on peut récolter différentes informations. Par exemple,
l'uptime de la machine. Ça, SNMP nous renvoie dessus. Donc je vous rappelle, SNMP, c'est un protocole de transport protocole de transport, c'est un protocole qui se base sur UDP, qui va nous permettre de récupérer des informations d'une machine, donc un agent c'est un binaire, un exécutable, qui tourne sur une machine, qui va renvoyer des informations via SNMP à un serveur central, ici dans notre cas c'est Nagios, et on va pouvoir voir beaucoup d'informations. Ici on peut voir que grâce à SNMP aussi on peut voir le NetStat. On peut voir qu'en local il y a un port 25 qui tourne, on peut voir qu'il y a un MySQL, on peut voir qu'il y a d'autres choses également. Donc ça peut être intéressant. Ici c'est tous les process qui sont lancés. Donc grâce à ça on peut voir s'il y a des process qui sont lancés, des choses qui sont intéressantes. Donc on regarde un peu, là c'est des trucs de base, système journal, ok. C'est pas intéressant, ça on s'en fout. Mais il peut y avoir des choses intéressantes, comme par exemple celui-ci. Le 596, qu'est-ce qu'on voit? On voit que apparemment c'est une commande bash qui est lancée avec le paramètre "-c sleep", donc on va exécuter un sleep pendant 30 secondes, comme on ne va rien faire pendant 30 secondes, et ensuite on va exécuter une commande, donc celle-là, en tant que l'utilisateur SVC, donc on sait que du coup qu'il y a un utilisateur SVC sur la machine. La commande, c'est la suivante. Donc on va exécuter bin bash, ok, "-c, pour encore une fois exécuter la commande. Et la commande c'est, donc dans opt script checkhost.sh, et on va passer deux valeurs. Ce qui a l'air d'être un user et un mot de passe. Donc là, on a des credentials. Donc ça, on les garde de côté, copie, hop, on va les mettre de côté, on les vient. Ok. On a ça, on retourne sur notre nmap, on va regarder s'il n'y a pas d'autre chose. Ici, non, là on voit qu'on a le LDAP, il y a des choses qui sont lancées avec ça, mais c'est pas intéressant. Là on a du shell in a box, donc shell in a box on peut aussi garder de côté pour voir plus tard à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apache, ok, Postgre. Ouais, d'accord. Là on a un emplacement pour un binaire Nagios, peut être intéressant. Là, on a un autre emplacement pour une configuration Nagios, donc peut-être qu'il y a d'autres mots de passe dedans. Ici, il y a un nouveau un sudo, mais exactement avec, et puis là aussi, une autre commande bash, mais avec les mêmes utilisateurs, même mot de passe, donc on n'en apprend pas plus. Ainsi de suite, voilà, et après on peut voir tous les softwares qui sont installés directement sur la machine. Mais ça, c'est pas intéressant. Donc, ok, maintenant on a les credentials. On se souvient où est-ce qu'on avait des endroits où on pouvait s'authentifier. On pourrait essayer avec SSH, parce que s'il lance un sudo-u sur la machine, c'est qu'il y a un utilisateur dessus, et peut-être que son mot de passe est le même. Donc SSH SVC de monitored.htb. On va copier le mot de passe, on va le rentrer là-dedans, on tente de se connecter, mais c'est pas le bon mot de passe. Ok, bon. On va essayer de se rendre dans le Nagios XI, parce qu'on avait vu qu'on a une page de login. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc SVC, on va tenter d'accéder au login. Il nous dit que soit le compte spécifié dans le compte spécifié, donc le user, là, SVC, soit il a été désactivé, soit il n'existe pas. Alors, ici en pentest, on aurait remonté ça comme étant pas forcément une faille, mais ça veut dire qu'on peut potentiellement voir s'il y a un utilisateur qui existe. Si on fait Toto, et également Toto, normalement il va nous dire qu'également il n'existe pas, sauf si quelqu'un l'a créé. Invalide username of password. Ah, là c'est pas la même, d'accord. Si on met Nagios admin et Nagios admin. Ok, donc ça veut dire que l'autre existait. Ça veut dire que l'utilisateur SVC existait dans la base parce qu'on n'avait pas le même message d'erreur qu'ici. Si on tente juste avec admin et Toto, est-ce qu'on a un message d'erreur? Ok, on n'a pas de message d'erreur. Donc en tout cas, on sait que l'utilisateur SVC il a l'air d'exister dans la base de données en tout cas, parce qu'on avait un message d'erreur qui était différent. Bon, soit, ok. On pourrait tenter également d'aller sur notre Nagios, parce qu'on savait que là, on avait un basic authentication. Donc, on récupère encore une fois le mot de passe, on tente de s'y connecter. Hop, et là, on y a accès. Ok, on a accès à Nagios Core. Ici, on a une version et on peut potentiellement réussir à énumérer beaucoup plus de choses. Donc là, ça nous ouvre
pardon, ça nous ouvre, pas du tout, ça nous ouvre une potentielle nouvelle porte sur des vulnérabilités et des choses qu'on pourrait faire. Donc, on pourrait se balader un petit peu pour voir un peu à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. Donc là, on peut voir que du coup, il y a un seul hôte qui est checké, c'est l'hôte, le localhost, c'est l'hôte sur lequel on est. On peut voir que le check est actif. Là, il y a plein d'informations, de choses qu'on pourrait voir. Là, il y a des commandes qu'on pourrait lancer par rapport à l'hôte. Ça ne nous intéresse pas. Event log, peut-être qu'il y a des informations. Là, on n'a rien, on n'a pas le droit. Dans la configuration, est-ce qu'on y a accès? Par exemple, connection type. Ici, on regarde, il y a des commandes. Ah, commandes, ça nous intéresse. Ici, on peut voir que c'est des commandes préconçues, donc qui utilisent donc en command line, qui utilisent certaines variables qui ont déjà été définies. Mais bon, il n'y a rien qui a l'air de pouvoir nous laisser exécuter des commandes manuelles. Et on n'a pas l'air de pouvoir en ajouter ou en modifier, en tout cas maintenant. Là, c'est pour filtrer. Il y a commande expansion. Pour expand, entrer. On avait vu qu'il y avait pas mal de checks. Donc si on cherche check, par exemple check SNMP, on peut voir que ça a cette lettre-là. Ça explique un petit peu à quoi ça sert, mais bon, on n'a pas grand-chose à faire par rapport à ça. Donc là, on pourrait continuer d'énumérer un peu toutes les pages, mais il n'y a pas grand-chose qui va être intéressant. Ici, il y a la documentation qui pourrait également nous servir pour plus tard. Donc, Nagioscore, par exemple, nous, on a vu qu'on était en 4.4. Quelque chose. Si on retourne tout au... Non, pas ici. Si on retourne dans le menu principal, voilà, on est en 4.4.13. Donc ici, on pourrait aller voir dans 4. Quelque chose. Peut-être qu'il y a un manuel qui va nous permettre d'avoir plus d'informations sur la documentation, ce qu'on peut exécuter, ce genre de choses. Auto monitor, running Nagios, Passy, est-ce qu'on a quelque chose par rapport aux commandes? External commande, on n'a que ça. Ok, external commande, ça peut être intéressant. On peut voir ce qui se passe par rapport à ça. Là, il nous explique comment activer les external commandes, using. Donc apparemment, commande format, d'accord. Développeur info, on peut avoir plus d'informations par rapport à ça. Là, on a toutes les commandes externes. Change, delete, auth, ok. Disable, enable. Mais il n'y a pas l'air. Stop, start, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire de ce côté-là, en tout cas. Parce que c'est encore des commandes préconçues. Nous, on aimerait créer la nôtre. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Command file. Peut-être que là, ça peut être intéressant également. Update check. Il nous réexplique tout ça, mais bon. Check external command, check option, commande CGI. CGI, on avait vu que, alors je sais pas si vous l'avez vu vous, mais ici quand on se balade, en bas, vous pouvez voir que si je fais un copier de lien ici et que je le colle, on peut voir que là il y a un CGI bin. CGI bin, ça peut être avec forcément des fichiers .cgi derrière, ça peut potentiellement nous remonter des choses qui pourraient être utiles. Si on regarde par rapport à ça du coup, on peut voir que là on a un cmd.cgi. This CGI allows you to send commands to the Nagios process, ça peut être intéressant. Ok, et en fait il nous faut des autorisations, ce genre de choses. Mais on ne nous explique pas comment l'utiliser. On voit que là il y a une petite image, mais c'est bon. Même en zoomant, on va pas voir grand chose. Ça a l'air d'être pas du tout la même version, on a l'air d'être sur du Windows 95, donc bon, à mon avis la documentation n'a pas été mise à jour depuis quelques dizaines d'années. Bon, là on est un petit peu bloqué de nouveau. Et en fait, si on se balade un petit peu, alors on va pouvoir lancer encore une fois. Donc ça je peux fermer, ça on s'en fout maintenant. Hop. Là je pourrais relancer du fusing. Mais cette fois-ci, au lieu de balancer, alors hop, pt fuf slash fuf-u https. Ici on va essayer de balancer maintenant sur du Nagios. Est-ce que je l'avais déjà mis? Voilà par exemple Nagios CGI. Hop, qu'on peut voir ici. Donc Nagios CGI, parce que moi ce que je cherche c'est les CGI parce que c'est ce qui m'intéresse. On va fuse par rapport à ça. Et on va mettre la directory, enfin la word list classique. Et on va tester pour les extensions qui se terminent en .cgi. Et on va mettre le -h pour le header. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est notre authentification basique. C'est un peu comme si c'était notre cookie d'authentification pour qu'on puisse accéder à cette page-là. Parce que si on ne met pas, eh ben, lui, comme on n'est pas connecté, FUF ne va pas réussir à faire du fusing par rapport à ce qui est derrière.
Donc ça, comment on le trouve? Ici, il n'est pas indiqué parce que c'est pas des cookies. Mais ce qu'on peut faire, c'est lancer, hop, lancer notre petit Bursuit. On met notre proxy, on réexécute n'importe quelle page où on est connecté. Et normalement, on va voir passer dans les headers. Voilà, on a le header qui s'appelle autorisation, qui contient basique et ça. On va le récupérer. On le met ici, donc avec l'option grand H de FUF pour lui préciser le header. Et normalement, on envoie la pâtée et normalement, il devrait réussir à faire le scan et potentiellement nous remonter certaines choses. On peut voir que par exemple, on a un history.cgi. Donc si on va dans CGI bin et qu'on cherche history.cgi pour confirmer son existence, alors effectivement, il faudrait peut-être que j'enlève l'intercept parce que sinon il ne va pas aimer. History.cgi, on peut voir que effectivement ça existe bien et qu'on est redirigé vers le CGI, vers l'history.cgi. Peut-être qu'il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Là, on retrouve notre cmd.cgi. cmd.cgi qu'on avait vu que potentiellement il pouvait nous aider, enfin même nous permettre d'exécuter des commandes sur le serveur Nagios. Si on va dessus, on nous dit error, no command was specified. Donc malheureusement sur la documentation de Nagios, on ne nous dit pas comment l'utiliser. On pourrait faire des recherches sur internet, on pourrait même, alors je vais vous montrer euh, pour vous montrer mes recherches, comment j'ai fait, mais c'est un énorme rabbit hole et c'est pas par là qu'il faut passer. Mais si jamais on cherche par exemple Nagios cmd.cgi, Nagios c'est un outil open source. Qui dit open source dit potentiellement le code accessible sur internet. Qui dit le code accessible sur internet dit certainement GitHub. Qui dit CGI, en fait les CGI c'est des points C un peu spéciaux pour faire du backend. Alors je m'y connais pas trop, mais ça a l'air d'être ça parce qu'en tout cas on a des points C. Et ici, on pourrait regarder un petit peu dans le code du cmd.c qui est ensuite transformé en cmd.cgi, qu'on a retrouvé via notre fusing. Mais ça va nous amener à rien parce qu'on va pas pouvoir exécuter des commandes. Et ensuite, on va voir que si jamais vraiment on fait une analyse un peu poussée de la chose, on va voir que finalement, en fait, toutes les commandes qu'on peut exécuter, c'est des commandes qui ont déjà été prédéfinies à la base. Et du coup, on va rien pouvoir faire de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de vous taper 3000 lignes de code à essayer de comprendre comment envoyer des commandes en CGI via un fichier C, libre à vous de le faire, mais ça ne va pas forcément porter ses fruits. Maintenant qu'on est là, on est de nouveau bloqué, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a quelque chose qu'on avait vu au départ, je vous avais dit de garder de côté, mais auquel on n'avait pas pensé. Alors déjà, il y a les fameuses, alors, je crois que j'ai fermé la fenêtre, hop, c'était pas celle-là, c'était non plus. Bon, je vais remettre la commande. C'était, enfin la recherche, par exemple, Nagios XI CVE ou Nagios CVE, ce genre de choses. Là, on va arriver sur Internet. Voilà, plutôt exploit. En fait, on pouvait voir qu'il y avait différents exploits où on devait être authentifié. Maintenant, on est authentifié. Le problème, c'est qu'on est authentifié uniquement sur la partie, hop, la partie Nagios, pas la partie Nagios XI. Donc ça, déjà, c'est problématique pour tous les exploits qui sont liés à XI. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir y accéder. Ok. Le souci, c'est que même si on avait accès, ça fonctionnerait pas. Ah, pourquoi? Parce que les versions ne correspondent pas. On verra après, mais les versions, celles-là, sont beaucoup trop anciennes. Ça date de 2020 et là, comme on est en 2000, comme on est en 2024, c'est plus du tout à jour et ça correspond pas. Mais si on retourne, alors, je retrouve bonne chance à moi. J'aurais dû faire un copier-coller directement dans un fichier à côté. Mais ici, quand on avait fait notre fusing, normalement, alors c'était pas là, ça devait être après. Non, bah ça devait être avant du coup. On avait fait le fusing, on avait dû voir qu'à un endroit, on avait. Alors, il est où? Ça devait être là, je crois. C'était ici, on avait vu qu'on en avait testé quelques-uns. Alors, attendez. On va refaire le fusing, hein, si c'est que ça. Voilà, par rapport à ça, on va faire un -FW20 parce qu'on avait vu que ça a bloqué par rapport à ça. Et quand on va le lancer, on va voir qu'il va trouver différentes choses. Hop, install.php, upgrade, tout ça. Il y avait des redirections. Ok.
Et normalement, on devrait trouver des choses également intéressantes. Donc là, on a un terminal en 200, on peut y accéder. Ok. Terminal, on va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être intéressant parce qu'un terminal, ça veut dire qu'on peut exécuter des commandes. Donc on va également dessus, terminal. Et là, on a notre fameux shell in a box. Est-ce que vous vous souvenez que ici, on avait, grâce à SNMP, retourné quelque chose qui tournait sur la machine qui s'appelait shell in a box. Shell in a box, il nous demande un login. Ah, ça c'est intéressant. Ça voudrait dire que c'est un autre endroit où on peut potentiellement mettre des mots de passe. Donc SVC, et on tente de se connecter avec le mot de passe qu'on a. Donc CTRL V. Alors je vais faire un clic droit, paste from browser. Hop, on met le mot de passe. Ok, on entre. Et il se passe rien. Et même que c'est pas le bon mot de passe, bah mon login. Dommage. Ok, mais maintenant on sait que ça existe. Est-ce qu'il y a des exploits par rapport à ça? Donc shell, in a box, exploit. Peut-être qu'on a des informations par rapport à ça. Si on fait un CTRL U, on peut pas. Si on fait about, est-ce qu'on a une numéro de version? On sait que c'est shell in a box 2.20. Donc on pourrait affiner notre recherche par rapport à ceci. Shell in a box exploit. Ici on a des CVE 2.20. Ah, ça c'est intéressant. Donc on pourrait voir un peu ce qui se passe par rapport à ça. En attendant, notre using il continue. On voit qu'on a un terminal, on voit qu'on a des choses. Ok, donc ça on est bon par rapport à ça. Alors attendez, moi je regarde si j'ai pas des notes de mon côté, si j'ai rien oublié de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, et ça peut être problématique. Donc là, il trouve des choses, ok. Alors en fait, si je fais ça, ça va être beaucoup trop long, donc je vais juste enlever le "-e" pour machin, pour que on gagne un peu de temps, mais en soi, on l'aurait trouvé quand même, c'est juste que ça aurait été beaucoup plus long. Donc là, on a du high, donc in shellbox jusqu'à 2.20, enfin, oui, c'est ça. Une implémentation... CPU, Exhausting Available Infinite Loop, en fait, donc en fait c'est du déni de service. Ouais, c'est du DOS. Nous, ça ne nous intéresse pas, donc en fait c'était une fausse piste. Et il n'y a rien par rapport à ceci. Donc en plus on a été déconnecté, c'est super. Donc là on est de nouveau bloqué. On va attendre que le fusing se fasse. Ça prend un peu de temps, mais normalement on est censé trouver. Mais attendez, parce que on est d'accord que quand même je vous l'avais montré. Ah mais c'était peut-être sur l'autre fenêtre. C'est peut-être sur l'autre fenêtre que j'avais fait la chose et je l'ai fermé entre temps. Ouais, ça devait être ça. Ah bah dommage pour moi, hein. Dommage pour moi. Bon, en tout cas, le fusing va se faire. Et normalement, on est censé trouver des choses en lien avec quelque chose qui était une API. API, si vous vous souvenez, normalement, quand on avait fait le fusing, elle s'était affichée. Ok, donc là, on n'a rien par rapport à ça. Est-ce que si je rajoute le tiret... Je peux même enlever le F. En fait, il faudrait que j'enlève ça. Voilà, c'est pour ça en fait. Ok, là en fait on retrouve du coup notre fameuse API. Et si on va piocher dedans et qu'on va faire, on va investiguer un peu plus par rapport à l'API. Donc, qui dit API, dit peut-être espace authentifié. Qui dit espace authentifié, dit peut-être qu'on a besoin de credentials qu'on a déjà. Parce que là pour l'instant, les credentials, on l'a testé à peu près partout. On a testé SSH, ça n'a pas fonctionné. On a testé sur Nagios XI, ici la page de login, ça n'a pas fonctionné. On a testé sur le Nagios, donc le répertoire Nagios, là ça a fonctionné, mais une fois qu'on était dedans, on ne pouvait pas faire grand chose. On a essayé d'exécuter des commandes avec cmd.cgi, on a essayé avec le LDAP. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais LDAP, si on tentait de se connecter, de s'authentifier, ça ne fonctionnait pas. On a essayé là sur le terminal, avec Shell in a Box, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, ce qu'il nous reste à faire, ici, c'est de tenter, par exemple, au niveau de l'API. Donc API Fuse, on lance. On voit qu'on a un include, on a un V1. V1, c'est intéressant parce que la plupart des API, donc en tout cas les API restent, ça commence très souvent avec un slash API slash la version. Donc V1, V2, V3, ainsi de suite. V1, ça veut dire que on est au courant qu'il y a une API derrière. Donc je peux arrêter là, on n'aura rien de plus. Si on tente d'aller dans Nagios XI, par exemple, slash API, API normalement, voilà, forbidden, on tente d'accéder au V1, on est encore en, ah, on n'est plus en forbidden, on est en no request was made. Donc maintenant, notre but, c'est d'essayer d'identifier un endpoint pour réussir à exécuter des choses sur l'API. Donc on voudrait quelque chose comme par exemple add user connect
register, sign up, sign in, ce genre de choses. Donc on va relancer encore du fusing, cette fois-ci en rajoutant un V1. Alors j'aurais pu faire le tiret récursion comme ça, pour que à chaque fois qu'un nouveau répertoire est trouvé, ça va refaire ensuite à la fin un nouveau fusing à l'intérieur jusqu'à ce que soit on attaque, on arrive, on accède au dernier palier de profondeur qu'on aura fixé, soit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun dossier à l'intérieur. Mais ici, pour que ce soit beaucoup plus rapide, on va le faire à la main. Donc, on refuse du API v1, on lance le scan, enfin, on lance le fusing. Là, on a beaucoup trop d'erreurs et c'est des faux positifs. Parce que bon, Atom, Blog, Scrap, Image, Carrier, Wikidata, on se doute que c'est pas des choses. Voilà. C'est pas des choses qui sont censées être là. Donc on refait par exemple un FS32 pour filter sur la size, parce que de toute façon c'est identique. On aurait pu utiliser FW aussi pour le 4 ou FL pour la ligne, ça revenait au même. Donc FS pour 32. Là on voit que ça prend beaucoup moins de temps parce qu'à mon avis l'API REST peut gérer beaucoup moins de requêtes simultanées. Mais j'attends que le scan se fasse. Et alors, soit j'attends que le scan se fasse et on se retrouve après. On peut voir déjà qu'on a une licence. Soit je vous donne directement la solution parce que ça risque d'être problématique. Bon, en vrai, pour vous, ça coûte rien. Je vous retrouve une fois qu'on a le résultat. Et me revoilà après une dizaine de minutes. On peut voir que ça prend beaucoup de temps et va falloir être patient quand on fait de l'énumération. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a en statut 200, donc page valide, on a licence. Donc là, c'est un faux positif, c'est un espace. En fait, tous les mots-clés, enfin tout ce qui a été trouvé avec un espace, en fait, on va voir que c'est status 403 et du coup, c'est des faux positifs et que ça redirige plus rien, vers rien. On peut faire l'exemple, hein. Ici, vidéo games, vidéo espace games, forbidden. Bon, bah, du coup, ça ne fonctionne pas. Par contre, là, on a un truc intéressant, authenticate. Authenticate, ça voudrait dire authenticate. Si on va dessus, ils nous disent ah, pour s'authentifier à l'API. Ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'après, on pourrait faire des actions en tant que soit un autre utilisateur. Là, ici, on a des credentials pour SVC, soit faire des trucs supplémentaires, je sais pas trop, moi, créer un nouvel utilisateur, récolter des mots de passe qui sont déjà stockés quelque part, ce genre de choses. Ici, on nous dit que quand on tente d'y accéder, donc via le navigateur, c'est par défaut la méthode get, nous dit vous pouvez utiliser uniquement la méthode post pour vous authentifier. Bah, on va prendre ça bêtement et on va lancer un curl dessus, donc -x pour spécifier la méthode post, -k c'est pour enlever les warnings par rapport à HTTPS parce que curl il n'aime pas trop quand on tente d'accéder à des sites avec HTTPS au niveau des certificats. Du coup, -k ça permet d'enlever tout ça et on va tenter du coup de faire une méthode. Alors, je vais en mettre en haut, ce sera plus lisible. Je vais tenter de faire une méthode post sur le onPoint suivant de l'API parce qu'ils nous disent de le faire en post. Donc on lance. Là, il nous dit must be valid username and password. Donc il faut lui envoyer un username et un password en méthode post. Ok, donc on peut tenter quelque chose bête en mode donc -d pour envoyer de la donnée. Par exemple, username est égal à SVC et password est égal à le mot de passe qu'on avait. Donc ça se trouve, alors non c'est pas ça, ça se trouve que c'est pas du tout comme ça qu'on envoie les informations, mais on tente des choses parce que de toute façon on n'a aucune documentation. Si on va sur internet et qu'on met Nagios API documentation, vous ne trouverez absolument rien. C'est le néant total. Pardon, je commence à ne plus avoir de voix. Ici on peut voir que apparemment il y a des références à Nagios API, donc le help, mais il n'y a absolument rien. C'est catastrophique. Il n'y a aucun endpoint. Comment s'authentifier? On trouve même pas le /authenticate. Et en fait, moi, ce que j'ai fait pour retrouver, pour avoir plus d'informations, c'est que j'y suis allé à la mano et qu'en fait, j'ai téléchargé une image Docker de Nagios XI que j'ai installé donc via Docker par rapport à un container. Et ensuite, j'ai setup le container pour ensuite aller dedans, pour ensuite voir si je pouvais pas avoir des endpoints ou des trucs manuellement que je pouvais récupérer avec Burp Suite. Donc par exemple ici,
On va dans HTTP History et on peut voir toutes les requêtes. Alors évidemment, avant, faudrait aller dans Target, Scope et ajouter que par exemple notre localhost ou la machine qu'on veut. Ensuite, on retourne dans soit le sitemap, soit directement l'historique, et on regarde si on n'a pas un slash API, quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc là, ce serait dans slash map. Nous, ce qui nous intéresse ici, bon, il y a beaucoup trop de choses. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le monitored. On va dessus. On va dans Nagios XI. On voit qu'on a là, on a un slash, on a un API V1 Authenticate. Ok, ça c'est intéressant. Et du coup, par rapport à là, on pourrait faire des choses. Sauf que ici, on n'a aucune documentation. Faudrait brute force des choses, mais on ne sait pas, on sait pas ce qui pourrait être là. Et on peut voir que, alors, faudrait peut-être que j'enlève l'intercept. Non, il n'y est pas. D'accord. Donc c'est ça qui bug, j'imagine. Quand on n'arrive pas à y accéder. Bon, ça changerait rien parce que de base, on n'arrive pas à y accéder non plus. Enfin, il y a aucune information pertinente dessus. Donc ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai utilisé. Alors, on pourrait tenter comme ça déjà. Hop. Et là, apparemment, ça fonctionnait. Donc, c'était bien le username et le mot de passe qu'il voulait. Donc, on a le username, ok. Donc, c'est l'ID numéro 2. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a un ID, user ID numéro 1 et un peut-être 0. Et ça nous génère un token qui est valide pendant 5 minutes. Ok. Et en fait, qui est valide jusqu'au 22 janvier à 11h33. Donc là, il est 17h28. Mais en fait, on voit que c'est un problème de time zone. Et que du coup, 28 plus 5 et 5 minutes, ça fait bien 33. Donc, on retombe sur nos pattes. Donc, on a un token qui est généré pour l'utilisateur SVC pour exécuter exécuter des commandes, accéder à des endpoints spécifiques de l'API en utilisant ce token-là. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, on est authentifié, mais en fait, on voudrait connaître, on voudrait faire des actions via cette API, faire des choses. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un container. Donc, si on va sur si on tape par exemple Docker Nagios, on va tomber sur un. Alors je sais plus où c'est. Paf, paf, paf. Alors Nagios XI peut-être plutôt. Voilà, on va tomber sur un GitHub d'une personne qui a mis à disposition un Dockerfile directement pour qu'on puisse télécharger et installer Nagios XI de notre côté sur un container pour éviter de casser notre machine. Donc là, il nous donne directement la commande et c'est celle que je vais lancer. Docker run. Hop, donc on peut voir que -D pour détacher et on va exposer les ports suivants. Le port 80, le port 5666 et le port 5667. Si vous vous souvenez bien, le 5667, c'était un port qu'on avait détecté, qu'on avait trouvé, qu'on avait identifié avec Nmap au début quand on avait fait notre scan TCP, mais on ne savait pas trop à quoi ça correspondait et on avait vu sur internet qu'apparemment c'était Nagios. Et là on confirme bien parce qu'on doit l'exposer, ça veut dire que c'est essentiel au bon fonctionnement de Nagios. Donc on va nommer notre container Nagios XI et on va pull ici l'image Docker sur ce repository là sur Docker Hub. Bon, en l'occurrence, moi je l'ai déjà, donc normalement ça devrait être bon, ça va juste créer un nouveau container. Et une fois que ce sera bon, on pourra accéder au port 80 de notre localhost. Alors, pardon, par contre, ah si, j'ai pas eu de souci, ok. Je pensais que j'avais un. Alors, attendez. Systemctl, status, Apache 2. Normalement, j'ai pas d'Apache 2 qui tourne, donc ça devrait pas poser problème. Ah, c'est long quand je tourne les vidéos, ma VM part en cacahuète. Bon, en tous les cas, ça on est bon. Donc, localhost pour 80. Et normalement, on doit arriver sur notre petit Nagios XI. Voilà. Donc, Access Nagios XI. Donc là, on n'est plus sur Monitored, on est sur notre propre machine, sur notre container. Il était désactivé, donc forcément, j'ai pu l'exposer sur port 80, sinon on aurait eu un petit souci. Donc, Access Nagios, ok. Et là, on va nous demander normalement de setup, try again, de l'installer carrément. Donc, on va le mettre ici, Nagios, on laisse tout comme c'est, on n'a pas de souci. On va pas mettre en HTTPS parce que c'est plus simple en HTTP. Nagios admin, le mot de passe, c'est le suivant. Alors, je vais quand même le noter pour être sûr si jamais je suis déconnecté, mais normalement, on n'en a pas besoin. Finish install. Donc là, on s'est créé un compte en tant qu'administrateur, donc on aura tous les droits et ça va nous permettre de naviguer un peu dans le même environnement que ce qui est sur Monitored.
pour voir s'il y a des appels API qu'on peut faire. Et peut-être pour la suite qu'on va énumérer de manière beaucoup plus simple, voir s'il y a des choses intéressantes. On pourrait également lancer un fusing sur notre propre instance. Login. Et en fait, juste lancer un login sur notre... pardon, un login, un fusing sur notre propre instance, qui nous permet aussi d'énumérer peut-être de manière un peu plus rapide parce qu'il n'y a pas la connexion du VPN qui pourrait nous brider. On est directement sur notre machine et on peut faire ce qu'on veut. Donc on va se reconnecter, c'était Nagios admin. Alors Nagios admin, j'ai bien fait de copier-coller le mot de passe. Hop, try again. Et là on est connecté maintenant sur notre propre environnement, mais c'est Nagios XI. Ça prend un peu de temps, oui, j'ai lu, je comprends la licence. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc là, une fois qu'on aura réussi à se connecter sur la page d'authentification de Nagios XI, on devrait arriver comme quelque chose, comme là-dessus. Ici, par contre, on est en admin. Peut-être que quand on arrivera à se connecter sur Nagios XI sur monitored.htb, on ne sera pas en admin. Donc, ok. Ici, on peut voir, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de l'API. Est-ce qu'on peut trouver des choses, de la documentation par rapport à l'API? On peut aller voir dans Help, voir s'il y a des choses intéressantes. Et normalement, sur la gauche, on peut voir que là, il y a des tokens d'authentification. Donc API documentation, ça peut être intéressant. Système référence, config référence, custom API endpoints. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Et le problème, c'est qu'en fait, on est obligé d'installer manuellement et sur notre propre matériel Nagios XI pour avoir accès à la documentation. Genre, la documentation n'est pas accessible en ligne sur Internet. Elle est introuvable. On est obligé d'accéder directement via notre propre instance. Donc, on va voir au niveau de l'introduction comment ça se passe. Là, on peut voir que l'API, l'endpoint, il est classique, mais ça, on l'avait déjà trouvé. Authentification API key. Alors, basic usage. Ok, pour accéder du coup à un endpoint, on spécifie l'endpoint. Et ensuite, on passe en paramètre API key égale la clé d'API qu'on nous avait donnée. Et ensuite, on fait un pretty égale 1 si on veut que l'affichage soit bien. Donc ça, on peut tester directement depuis notre machine. On va refaire un curl. Pas besoin de faire le "-xget parce que par défaut, c'est un get. De HTTP S. Alors du coup, il faut faire un "-k parce que sinon il ne va pas être content vu que c'est de l'HTTPS. On va mettre notre monitored.htb. Alors je fais à chaque fois monitored.htb, mais ça aurait pu être nagios.monitored.htb, ça revient au même. Donc nagios, bon, je vais pouvoir reprendre directement ensuite. XI, machin, status, API key égale. Là, on colle. Ok, on a ça. On va mettre notre clé d'API qui a été générée il y a 5 minutes. Donc là, j'imagine qu'elle va plus être valide parce que les 5 minutes sont passées. On va voir quand même. On rajoute le et pretty égale 1. Et on tente de l'exécuter. Voilà, invalide API key, donc on va en régénérer une nouvelle, donc avec authenticate, voilà, on est bon. Ici, on va rechanger notre clé d'API en mettant celle qui vient d'être générée, qui est normalement valide. Et si on lance ça en tant qu'utilisateur SBC, invalide API key, parfait, parce qu'en fait, le auth token, c'est pas pareil que l'API key, d'accord. En fait, j'ai fait une petite erreur. Le token là, c'est pas la clé d'API, c'est encore autre chose. Donc on va aller dans auth token pour voir un peu comment ça se passe. En fait, il faut faire quelque chose en plus. Donc là, ici, c'est ce qu'on a fait au départ. Donc auth token. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a réussi à le deviner parce que username password, c'est assez simple. Ils nous donnent un auth token et ensuite ils nous disent, ok, par rapport en fait à cet auth token, maintenant, tu vas pouvoir te connecter en fait. Une fois que l'auth token il est créé, vous pouvez vous connecter sur le login. Ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire que en fait maintenant on a accès à notre page. Donc si on retourne ici, on remplace ça par monitored.db, c'est de l'HTTPS, login et le token. C'est celui qu'on a généré, donc le nouveau, il est encore valide. Normalement, on peut y avoir accès. Hop, et on est connecté. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est bien, ok. Le problème, c'est qu'on n'est pas connecté en tant qu'admin. Ah, nous, on aimerait avoir accès admin pour créer plein de choses et faire pas mal de bidouilles. Ok,
Là, on pourrait de nouveau aller dans l'aide et cette fois-ci voir par rapport à là, mais on va continuer un petit peu plus. Donc, on pourrait se connecter, machin bidule, on a récupéré. Ok, on est bon. Maintenant qu'on a ça, on pourrait voir par exemple config référence. Est-ce que on pourrait pas faire des choses? Donc on peut voir que là, donc, au niveau de la config, il y a tous les endpoints qui sont présents. Donc, au niveau de l'host, service, groupe, commande. Commande, ça peut être intéressant. On va voir par rapport à ça. Get commande. Donc là, ça permet de nous lister ça. Mais le problème, en fait, c'est que là, on a besoin d'une clé d'API. Or, nous, on n'a pas de clé d'API, on avait un token d'authentification. Le token d'authentification, on l'a utilisé pour se connecter ici. Donc maintenant, on a accès à cette nouvelle page, à ce nouveau, comment ça s'appelle? Nouveau répertoire, ce nouveau, c'est pas un domaine, mais voilà, c'est Nagios. Le souci, c'est que par rapport à là, on peut plus faire grand-chose. On peut plus utiliser l'API parce que l'API, elle nécessite une clé d'API et très certainement des droits un peu plus privilégiés que notre simple utilisateur. Donc on pourrait tenter de trouver des choses, mais ça va être peine perdue parce qu'on n'a pas grand droit. On pourrait du coup tenter de rechercher de nouveau des vulnérabilités maintenant qu'on y a accès. Peut-être que par exemple ici, on peut voir, donc si je copie le lien et que je tente d'y accéder, on peut voir, j'ai n'importe quoi. Ici, on a un status.php dans le XICore. Peut-être que maintenant qu'on a des numéros, enfin des noms de pages et des noms de dossiers, peut-être qu'en faisant des recherches clés sur Internet, on pourra réussir à identifier quelque chose. Donc, on va tenter de chercher Nagios XI CVE. Ok. La dernière fois, on avait trouvé des choses qui étaient assez vieilles. Et le problème, c'est que au niveau de Nagios, on n'avait pas trouvé grand-chose qui était récent. Soit parce que c'est trop récent et il n'y a pas encore eu de POC dessus, soit tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Ici, on peut voir que directement sur le site de Nagios, il y a des Security Disclosure. Ça peut être intéressant. On peut voir également en bas que nous, on est en Nagios XI version 5.11. Ça va nous donner un gros indice puisque ça va nous permettre de filtrer par rapport aux exploits qui pourraient être vulnérables, enfin aux versions de Nagios qui pourraient être vulnérables ou pas et pour lesquelles il y aurait des exploits. Ici, Security Disclosure. Ok, donc là en fait c'est la liste de toutes les de toutes les CVE qui sont sorties sur les différentes versions et programmes de Nagios. Donc soit pour Nagios XI, des log servers, le core, Fusion, machin. Nous, on est sur Nagios XI, ça nous intéresse. On est en version 5.11. Donc ici, on pourrait regarder s'il n'y a pas des vulnérabilités qui sont sorties par rapport à ça. Donc, pour le 5.11, on a une CVE, donc 2023. On peut l'ouvrir pour voir un petit peu plus en détail. Donc apparemment, ça a été découvert, mais on n'a pas encore trop de détails par rapport à ça. Pareil, là, il y a plein de CVE qui sont sortis, enfin, plein de vulnérabilités qui ont été remontées, mais on n'a pas encore de détails techniques, il n'y a pas encore de CVE qui ont été associés à ça. Donc ça veut dire que c'est très récent, très certainement fin décembre. Si on regarde la première, alors voilà, CVE ID not found. Bon, apparemment, en fait, elle n'existe pas celle-ci. Là, on a celle-là qui est intéressante, donc c'est The Bulk Modification Tool is vulnerable to several, enfin pour à plusieurs attaques par injection SQL. Vous pouvez regarder un petit peu à ça. Là également, code d'injection. Si on regarde les différentes CVE, celle-ci elle est critique, très intéressant. On peut voir effectivement qu'elle est sortie mi-décembre. Donc c'est très récent, c'est normal que pour les autres, il n'y ait pas forcément encore de CVE associés. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que donc la Nagios XI avant la version 5.11.3, c'est notre cas, on est en 5.11.0, on peut voir en bas à gauche là. Donc là, ça a l'air d'être vulnérable celui-là. Ça contient une injection SQL dans le Bulk Modification Tool. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information par rapport à ça, on n'a pas le nom, on n'a pas comment ça s'appelle, la page qui est vulnérable. On n'a pas exactement les paramètres à envoyer, on n'a pas beaucoup d'informations, donc ça on va pas pouvoir y faire grand chose, sauf si on refait de la recherche de vulnérabilité derrière, mais c'est pas notre cas. Ici, encore une fois, ça a l'air d'être vulnérable également en RCE sur le composant commandtest.php. Ok, on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Là, c'est toujours forthcoming. Ok. Là, on nous dit les utilisateurs authentifiés en Nagios inférieur ou égal à 5.11.1
peuvent exécuter des injections SQL, machin bidule. Ok, donc il y a ça qui peut être intéressant. Donc on va en ouvrir plusieurs pour voir lesquelles peuvent être intéressantes. Hop, celle-ci. Bon, elle a l'air d'être orange, donc c'est une médium. C'est une médium, mais on nous dit que, est-ce que je tiens, l'authenticité du attackers, donc c'est notre cas, d'exécuter des commandes arbitraires, donc SQL, via le paramètre ID de la requête post vers ceci. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup d'informations par rapport à ça. On a le type de vulnérabilité, injection SQL, on a le paramètre vulnérable, on a la méthode et on a même la page vers laquelle il faut faire la requête pour essayer de trigger la vulnérabilité. Est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à ça? Ici, on a un blog qui s'appelle outpost24.com qui a l'air de balancer pas mal de vulnérabilités. Donc ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Alors, cependant, elle est que en 6.5 parce que j'imagine que le fait que on doit être authentifié, ça diminue pas mal le score CVSS. Mais en tout cas, on peut voir ici, use necessary only, voilà. Donc là, c'est la CVE 2023 40 931. Donc 40 931, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que du coup, la feature qui s'appelle Announcement Banners, non-point, feature est vulnérable aux injections SQL. Donc il suffit de faire une requête post vers ceci, avec en données l'action qu'on veut faire, ainsi que l'ID du message. Et ensuite, après, on peut récupérer des informations comme par exemple les sessions XI et la table des utilisateurs qui peuvent contenir des emails, des usernames, des mots de passe, des tokens API, des choses comme ça. Ah, token API, ça nous intéresse, token API, parce que si on regarde au niveau de l'aide, on avait. Oh bah, j'ai fermé, je crois. Ouais, alors en local, si on retourne localhost port 80, si on retourne dans notre documentation locale, Access Nagios, j'espère que je ne vais pas avoir besoin de me reconnecter. Voilà. Si on va dans l'aide, on se souvient qu'on avait besoin d'avoir des informations par rapport à une clé d'API pour exécuter différentes commandes et notamment avec le droit de route. Donc là, l'idée, qu'est-ce que c'est? On sait que, alors avant quand même, on va vérifier que de notre côté, ça existe. En tout cas, la version, il nous disait avant, donc la version de 5.11.0 à 5.11.1, nous on est pile dedans, donc ça a l'air d'être vulnérable. Et si on accède ici, Regios admin banner machin, c'est censé être vulnérable. Si on tente d'y accéder, il se passe rien, mais on n'a pas de message d'erreur. Donc ça veut dire que, ok, potentiellement, on peut faire quelque chose par rapport à ça. On peut voir que là, on n'a pas de message d'erreur, ça veut dire que potentiellement, on y a accès et qu'en fait, on peut accéder à un point .php quelque chose dans admin, alors que, en théorie, j'imagine que admin, si on tente d'y accéder, on n'a pas les droits. Voilà, on n'est pas autorisé, sauf que le problème, c'est qu'on a accès quand même à une page qui est vulnérable. Donc, en fait, si, on y a accès, quoi. Juste pas en version graphique, mais ok. Donc, par rapport à ça, on va tenter de l'exploiter. Donc, on va utiliser notre outil qui s'appelle SQLmap, qui nous permet de faire des injections SQL de manière automatisée. -U, on va préciser du coup qu'est-ce qu'on veut. On sait que c'est sur HTTPS, donc monitored.htb. On est sur la page suivante, donc on nous dit que c'est Nagios XI, machin, ok, donc c'est la page là. Hop. Alors, hop, il y en a un en trop, mais normalement ça ne pose pas de souci. On nous dit également que du coup, il faut envoyer. Alors, c'est en méthode post, donc on va préciser la méthode post. On nous dit qu'il faut envoyer des données, donc avec le -d. Et les données qu'il faut envoyer, ce sont les suivantes. Il y a l'action, qui est égale à acknowledge banner message, et un ID. Donc là, il met 3, mais ça peut être autre chose. On va mettre ça comme ça. Attention, cependant, ici, on peut voir qu'il y a des espaces. Les espaces, c'est. Donc, moi, je me suis fait avoir la première fois. En fait, ça nous retourne rien. On aura SQLmap ne trouve rien parce qu'en fait, c'est juste un problème d'encoding au niveau du blog. On est censé avoir des underscores comme ça. Donc voilà, c'est juste de l'encoding qui fait que ça a disparu. Mais entre les deux, ce n'est pas des espaces. Enfin, ce ne sont pas des espaces. Ce sont bien des underscores. Donc on va remplacer les espaces par les underscores. Hop. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on va pouvoir tenter de lancer SQLmap pour voir s'il trouve quelque chose. On a bien l'URL, on a bien la méthode, on a bien les données, mais... Ah oui, j'ai oublié quelque chose.
Ici, vu qu'on va tenter d'exécuter quelque chose en tant que, enfin, sur une page, il faut qu'on soit connecté avant pour l'envoyer, pour y accéder. Et pour être connecté, il faut passer les cookies à SQLMap parce que lui, par défaut, il n'est pas connecté, il ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est notre cookie de session qui s'appelle Nagios XI. On va le passer à Nmap, pardon, à SQLMap pour qu'il puisse faire des requêtes en utilisant cette session-là. Donc on va préciser cookie qui est égal à, donc c'est Nagios XI qui est égal à la valeur suivante. Alors, je vais mettre des doubles quotes. Simple question de ce que je préfère, c'est plus joli. Je dis ça alors que j'en ai mis des simple quotes, bon, on s'en fout. On balance notre SQL map et on va voir ce qu'il nous retourne. On espère en tout cas que ce soit positif. Incompatible option -d, peut-être parce que c'est -data et pas d. Effectivement, ça marchera mieux comme ça. On pourrait même préciser, pour aller plus vite, parce qu'on sait que c'est l'ID, on sait que c'est l'ID qui est vulnérable. Est-ce qu'ils nous le disent d'ailleurs? Voilà. Ok. Donc apparemment, c'est au niveau de l'ID. Donc on pourrait préciser -PID pour qu'il se focus sur le paramètre qui s'appelle ID pour que ce soit un peu plus rapide. Bon, là, on va laisser comme ça parce que on va dire qu'on n'est pas au courant de quel champ est vulnérable. HTTP cookie, non. Donc là, il va lancer, il va tester d'abord le paramètre action, il va faire des choses dessus. Et une fois qu'il aura fait ça, qu'il n'aura rien trouvé, il va passer donc là, oui, hop, il va passer à l'ID. Et là, ID trouve instantanément, heuristique, ça a l'air d'être en tout cas du MySQL, ça a l'air d'être vulnérable. Ok. Est-ce que on veut passer tous les tests de payload spécifiques pour les autres bases de données? Oui, parce qu'on sait que c'est du MySQL. Oui, on continue. Donc là, il va continuer de faire des choses. Il va essayer de trouver la bonne requête pour exploiter la chose. Et ensuite, il va garder en mémoire pour plus tard. Donc là, on n'a encore récupéré aucune donnée. C'est vraiment pour détecter, vérifier que la page est vulnérable. Voilà, il a l'air de trouver en tout cas déjà plusieurs payloads, donc du time-based. Il a l'air de trouver également boolean-based blind. Il trouve pas mal de choses. Et on va voir ensuite les données qu'on va pouvoir récupérer. On va faire un petit peu d'énumération par rapport à toutes ces bases de données. Et on va voir pour dump des données également. Bon, limite, ça prend trop de temps, on se retrouve une fois que c'est terminé. Hop, alors, en fait, pas du tout, on n'a pas besoin, non. Ok, ça s'est terminé instantanément, donc on a trouvé si c'était vulnérable. Paramètre ID, on a des payloads. Maintenant, avec SQL Map, on va lister les bases de données qui sont présentes. Donc on va faire un -dbs pour lister toutes les databases. Là, non. Voilà, donc on a deux bases de données qui sont remontées via SQL Map. Information schema, c'est celle de base, ça ne nous intéresse pas, et celle de Nagios qui nous intéresse. Donc on va spécifier -d la base de données, donc Nagios XI, et maintenant on va lister les tables de cette base de données pour avoir plus d'informations sur des potentielles tables qui nous intéresseraient, toujours non. Là il récupère toutes les tables. Voilà. Donc nous, il nous avait dit dedans, celles qui ont l'air les plus intéressantes, c'est XI session, XI users. Donc on va directement aller voir dans users, parce que session, je sais déjà que ça ne va pas nous intéresser, mais il faudrait aller checker également s'il y a des choses intéressantes. Donc -grand T pour spécifier la table, XI users, et on va faire un -dump pour récupérer toutes les données de cette table XI users. On balance, encore une fois on va mettre non. Ah. Et là il va récupérer tous les champs de la base de données. Ça peut prendre un peu de temps. Si ça prend vraiment trop de temps, on se retrouvera une fois que c'est terminé, mais normalement ça devrait être bon. Ça devrait pas être très très long non plus. Voilà. Donc ici, on a retrouvé le user ID, donc on a bien deux utilisateurs. On a Nagios Administrator qui nous intéresse, et on a SVC, qui était notre utilisateur. Donc malin, l'email, donc c'est bien admin, ok, ça nous intéresse. L'autre c'est SVC. Enabled 1, donc ça veut dire que c'est activé, le deuxième n'est pas activé. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'arrivait pas à se connecter dessus et qu'on avait un message d'erreur spécifique par rapport à l'utilisateur SVC parce qu'il n'était pas activé. Donc là, on comprend un peu mieux pourquoi on avait ce message. Et là, on a une clé d'API. Ah, ça c'est intéressant. On a également un password qui a été haché avec du bcrypt. Alors comment on sait que c'est du bcrypt? Soit on récupère ça, paf, copie
On utilise un HID et on colle ça dedans et normalement il va nous ressortir que c'est du bcrypt, j'imagine. Ok, ça prend un peu de temps. Sinon, on peut aller voir sur internet. On peut également aller voir les différents modes de H4 et vérifier. Voilà, soit c'est du Blowfish, soit c'est du bcrypt, ou soit c'est un truc un peu inconnu au bataillon. Donc potentiellement du bcrypt. On pourrait également tenter d'aller voir sur H4 example. Ça va nous permettre de nous donner des exemples de hash. On peut craquer avec H4. Également les modes associés à ceci pour les casser. Et normalement, si on cherche un $2A ou quelque chose qui ressemble, on cherche directement bcrypt par exemple. Bcrypt, on sait que du coup c'est du $2 quelque chose $. Donc $2, enfin $2 à $, c'est notre cas, donc on sait que c'est du bcrypt. On pourrait tenter de craquer le mot de passe de l'utilisateur. Malheureusement, je l'ai laissé tourner quelques temps, ça n'a rien donné. Et ici, en fait, on le connaît déjà, le mot de passe de SVC, ça ne nous intéresse pas parce que c'est celui qu'on avait récupéré et en gros, on devrait retomber sur celui-là. Si ça, on le met dans une wordlist et qu'on lance la wordlist, on est censé pouvoir craquer le mot de passe et retrouver celui-ci. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la clé d'API. On avait vu que via notre aide, la clé d'API, elle nous permettait de faire des requêtes un peu plus poussées et que pour chaque endpoint, on avait besoin de cette fameuse clé d'API. Donc si on a la clé API de l'administrateur, on va pouvoir exécuter des actions sur l'API via cet utilisateur, ou via l'administrateur. Ça nous intéresse. La clé d'API n'a pas l'air de bouger, n'a pas l'air de devoir être réactualisée au fur et à mesure, donc on va la stocker et on va pouvoir la réutiliser dans toutes nos requêtes. Maintenant, on va tester que la clé fonctionne bien. Donc ici, config, on peut voir qu'il y a des commandes, mais on ne peut rien faire par rapport à ça, c'est pas intéressant. Référence, on peut voir par rapport au système, peut-être qu'il y a des choses un peu plus intéressantes. Basic System, Users, à interagir avec les utilisateurs, ça peut être intéressant. Ici, ça nous permet de lister les utilisateurs. Ok, c'est une simple méthode get, on va l'utiliser pour vérifier qu'on a bien accès, enfin que l'API, la clé d'API fonctionne pour l'utilisateur administrateur. Donc on va refaire un curl, exactement pareil, sauf que cette fois-ci, donc c'est plus l'API qui, c'est celle, alors égale, c'est celle de l'administrateur qu'on avait copiée juste avant. Hop, on la récupère, on la colle. L'onPoint, c'est plus le même, c'est pas dans système, c'est dans l'onPoint, c'est toujours système, mais c'est user. Hop, donc là on va changer de status, on va mettre user. Et on va exécuter, et en théorie, si ça se passe bien, on devrait pouvoir lister les utilisateurs qui sont présents sur la machine. C'est le cas. Donc là, on sait qu'on a bien utilisé la clé d'API de l'administrateur, donc elle fonctionne, donc on peut exécuter des commandes en tant que l'administrateur. Si on regarde un petit peu d'autres, donc les utilisateurs, ça peut être intéressant. Post, on peut faire une méthode post sur l'API, sur l'endpoint user. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de créer un nouvel utilisateur Nagios. Intéressant. Est-ce qu'on peut sélectionner des champs ou des choses qui pourraient nous intéresser, qui pourraient nous être utiles? Paramètres, username, machin, bidule, ok. Donc on peut mettre email. Haute level. Ça veut dire que là, en créant l'utilisateur, on peut définir s'il est utilisateur ou admin. Pour l'instant, notre souci, c'est qu'on a la clé d'API de l'administrateur, mais on ne sait pas quoi faire avec. Enfin, on peut exécuter des actions avec, mais on ne peut pas se connecter sur le panel admin pour l'instant avec. Donc, on va l'utiliser pour créer un nouvel utilisateur qu'on va contrôler. On va choisir son mot de passe. On va le mettre administrateur, donc via le paramètre haute level. On mettra admin. Et ensuite, on va pouvoir se connecter dessus comme si on était un véritable administrateur. Et ça va nous permettre d'exécuter des choses en tant qu'administrateur et ensuite potentiellement d'obtenir un reverse shell. Donc vous voyez que cette box est assez longue, mais on arrive au fur et à mesure au bout. Pas très intéressante. Et on peut voir également que, en fait, ici, c'est vraiment l'énumération qui change tout. Si on avait loupé un endpoint, par exemple le authenticate, on n'avait pas réussi à y accéder, si on n'avait pas découvert, en fait, on n'aurait pas pu arriver jusque-là, on n'aurait pas pu découvrir l'existence de l'endpoint authenticate, on n'aurait pas pu se connecter ici, on n'aurait pas pu trouver du coup la CVE et il nous aurait manqué à chaque fois un petit bout pour continuer. Donc, si on prend la requête post, on retourne ici, on peut voir que voilà, ça ressemble à ça. Donc curl localhost, donc toujours sur le même endpoint user avec l'API key, ça bouge pas. Ok. Par contre maintenant c'est une requête clé. Donc on va reprendre ça, on va juste spécifier -X post. Voilà.
On retourne ici, et quelles données il faut au minimum? Il faut le username, le password, le name, l'email. Alors ça, c'est peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, on va le mettre. Et on va spécifier ensuite le haute level comme étant admin. Donc, je copie-colle ça, tout bêtement. Je vais quand même modifier les choses pour pas que ça casse les autres gens qui sont dessus. Donc, par exemple, l'email, je vais mettre hop, rose localhost. Le name, rose. Le password, je vais mettre workrose. Hop, et le username, je vais mettre Croze. À ne pas oublier de rajouter, hop, donc c'était haute level qui est égal à admin. Admin, c'est une chaîne de caractères qui veulent un string. Comme on avait précisé tout ça, donc normalement on est bon. On va exécuter. Est-ce qu'on a d'autres paramètres qui nous intéressent? Auth type local, LDAP. Ok, on aurait pu créer un utilisateur LDAP aussi, mais ça ne nous intéresse pas. Ok, ça on s'en fout. Du coup, en théorie, on devrait pouvoir créer un utilisateur parce qu'on utilise la clé API de l'administrateur. On lance. Success, ok. Donc on a créé un nouvel utilisateur qui s'appelle Croze, pour lequel on a le mot de passe de workrose. Alors je vais quand même le copier parce qu'on n'est jamais trop sûr. Si jamais j'oublie entre temps. On va pouvoir. Allez, ça y est, j'ai cassé la VM. On va pouvoir se déconnecter ici de notre utilisateur classique SVC. Et on va pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur avec des droits administrateurs qu'on a créé. Croze, workrose, login. Toujours ces problèmes de redirection, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. J'accepte les termes parce que c'est la première fois qu'on se connecte. Encore une fois, problème de redirection. Password required. Bon, je vais mettre Croze du coup. Croze. Et on a réussi à se connecter et maintenant on peut voir qu'il y a le petit côté admin qui est apparu et on a réussi à se créer un compte en tant qu'administrateur. Donc là, on n'a pas encore le flag user. Le flag user, faut qu'on arrive à avoir un shell sur la machine. Pour obtenir, donc ça, on peut fermer. Là, on n'a plus besoin. Tout ça, on s'en fout. Ok. Maintenant, on veut un shell. Il faut trouver une façon d'exécuter une commande depuis ce panel sur la machine pour obtenir un river shell. Alors, on pourrait se balader un petit peu et voir s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Par exemple, là, on parle des problèmes preview, ça ne nous intéresse pas. Si on va dans configure, deploy agent. On peut peut-être déployer des agents. Ça nous intéresse parce que si on peut déployer des agents, on peut leur faire exécuter des choses. Core config manager, deploy agent, auto deployment, deployment setting. Donc là, c'est pour en ajouter un nouveau, mais ça, on veut pas. Nous, on veut configurer potentiellement des commandes à exécuter. Core config manager, on peut peut-être aller là-dessus. Ok. Host, service, apply. On a quoi? On a des services. Ok. Service name. Toc toc. Là, on a des commandes. Commandes. Si on clique dessus, ok, commande. On peut voir que, pardon, on a déjà des commandes qui ont été déjà pardon. Elle est finie, je vais réussir. Je commence à avoir un peu la voix qui tremble à force de parler là, pendant 2 heures. On peut rajouter de nouvelles commandes. On peut voir à quoi ça correspond. Donc, on lui donne un nom, on lui donne la commande à exécuter, le type de commande, s'il est actif ou pas, et c'est bon. Bon, on va tester. Hein. Par exemple, si on balance un ID, on l'appelle ID, ou alors check ID peut-être pour que ce soit un peu moins cramax. Check ID, command line, on va exécuter la commande qui s'appelle ID. Ok, tout bête. Check commande, on laisse comme c'est, ça y est. Ok. Maintenant, check ID, si on regarde où elle est, change detected, ok, donc il faut cliquer sur apply configuration pour prendre en compte la configuration, pour que ça se mette à jour. Ok. Si on retourne dans les commandes, est-ce qu'on a notre nouvelle commande qui est affichée? Faudrait qu'on check, donc par exemple, check ID, on va filtrer, on recherche. Elle est ici, ok, command line ID, active oui. Là on peut edit, mais on peut pas la run. On peut pas la run. Et du coup pour la run, donc après avoir trouvé, enfin après avoir cherché un petit peu, on se rend compte qu'ici on a un autre onglet qui s'appelle service et qui va nous permettre de créer un service. Créer un service qui va utiliser la commande qu'on a créée avant. Et le service, on va pouvoir le run. Donc on crée un nouveau service. On appelle par exemple config name run ID.
check commande, la commande qu'on a créée qui s'appelle check ID également. Hop, ici. La commande, c'est celle-ci. Et on peut run check commande. On run le check commande. Et on peut voir que sur la machine, c'est bien ID qui a été exécuté et on a l'output. Donc, en tant qu'administrateur sur le panel admin ici, sur le web, le serveur web, on a réussi à exécuter une commande et avoir l'output. On a réussi à exécuter une commande sur le serveur sur lequel Nagios est en train de tourner. Donc ça, une fois que c'est validé, on peut faire une commande. Alors potentiellement, on pourrait faire une commande ping pour vérifier que la machine arrive bien à communiquer avec des machines externes pour ensuite vérifier avant de tenter de faire un reverse shell. Parce que si on fait un reverse shell et qu'il ne fonctionne pas depuis le début, on ne saura pas pourquoi. Est-ce que c'est le reverse shell qui ne fonctionne pas parce que la machine n'a pas accès à l'extérieur? Peut-être qu'il y a des ports au-dessus du port 1024 qui sont filtrés, je ne sais pas, par un firewall, par des règles IP tables, par quelque chose. Peut-être que en fait c'est juste notre payload qui est pas bon, mais que du coup il faudrait le modifier. Voilà, il y a plein de possibilités d'erreurs de pourquoi notre payload ne pourrait pas fonctionner. Donc le but là, ça va être de faire une commande par exemple ping pour tenter de vérifier si déjà on a bien accès à des machines externes. Donc je vais récupérer mon adresse IP, IP-CA, je suis sur le 10.10.14.31, donc je vais faire un ping -C, donc là c'était mon ancienne, 14, donc 31. Donc là je vais faire un ping de 3 requests sur mon adresse IP. Je save. Il va falloir apply de nouveau, apply configuration. Hop, on est de nouveau bien. Ici, on va actualiser. Hop, check commande, on va rechoisir notre check IP, check ID, pardon. Check ID, on voit que c'est bien la commande ping qui est lancée. Du coup, sur ma machine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un TCP dump -i tune0 de ICMP. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, je vais lancer l'outil TCP dump, qui est une sorte de Wireshark en ligne de commande, qui va nous permettre d'écouter sur le tune0. Tune0, c'est mon adresse du VPN actuel sur lequel je suis connecté. Et je n'écoute que les paquets ICMP parce que je m'envoie un ping et ça utilise le protocole ICMP. Donc, je me mets en écoute, je lance le run, paf, et là on peut voir qu'ici, paf, 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 j'en ai bien 3 qui ont été envoyés. Le premier, il monitorait vers moi, je lui réponds. Le deuxième, je lui réponds. Le troisième, je lui réponds. Notre commande a bien été exécutée. On peut contacter des machines depuis l'extérieur. On a même la réponse. Donc c'est bon. On va pouvoir de nouveau modifier cette fois-ci notre payload pour avoir de l'exécution de commande et cette fois-ci avoir un vrai reverse shell. Donc, on va de nouveau modifier notre commande, pardon. Et bon, je ne vais pas vous faire toutes les tentatives de shell qui passent pas. Celle qui passe, c'est celle-ci. Alors j'avais essayé également avec des simple quotes, mais ça passait pas, je sais pas pourquoi. Il n'y a que les double quotes qui passaient. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Des fois, les payloads ne passent pas, on sait pas pourquoi. Donc c'est important d'avoir toujours plusieurs en main pour voir un petit peu comment ça se passe. Il y en a qui passent, d'autres qui passent pas. Donc 1431. Je me mets en écoute sur le port 1337, donc avec RL wrap netcat LNVP 3337. Je me mets en écoute. Ici, donc c'est bien, on est bien sur la bonne IP, le bon port. Je save. Je vais apply les modifications. J'attends que ce soit terminé. Voilà, la configuration a bien été appliquée. Je F5 ici. Je recheck, je resélectionne ma commande check ID qui maintenant contient un payload pour avoir un reverse shell. On regarde, on vérifie, ça a l'air d'être le cas. Run check commande, j'exécute. Et ici, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise quelque part. IP-CA, donc c'est bien 10.10.14.31. RL wrap, je suis bien sur le 1337. Pourquoi ça ne veut pas? 14.31, 1337. Alors c'était peut-être l'inverse du coup. Je sais pas pourquoi l'autre passait pas. Check, machin. Bon, si je le relance, il veut pas non plus. Bon, alors je vais essayer de débugger. Je vous retrouve une fois que j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ok, donc j'ai bien mon reverse shell. Donc en fait, j'avais dû me planter. C'était bien celui avec les simple quotes qui fonctionnait et pas l'autre. Donc voilà, bah, ça vous montre que en fait les double quotes ça fonctionnait pas, peut-être parce qu'il y avait quelque chose dedans qui était interprété directement par Bash, je sais pas trop.
En tout cas, là, il fallait utiliser des simple quotes pour que ça passe. Donc j'ai obtenu un reverse shell. Et si on refait la commande ID, on voit que je suis bien l'utilisateur Nagios. On va faire un LSTL là. On va pouvoir récupérer notre user.txt. Maintenant, le but, ça va être de réussir à passer route de la machine. Alors, si on va voir déjà dans /etc/passwd, on peut voir, on peut check s'il y a différents utilisateurs. Forcément, le root, il y a nous, il y a le fameux shell in a box, mais c'est pas un vrai utilisateur. Et en fait, si on regarde, il y a un autre utilisateur SVC. On pourra tenter de se connecter avec lui vu qu'on a des credentials. On peut directement essayer ici. Alors, su SVC, password, on lui met son password, hop, on le rentre. Mais on va voir que ça va pas fonctionner, donc c'est pas la bonne chose, ok. CTRL L. On peut tenter des choses classiques, genre regarder s'il n'y a pas un binaire SUID qui est quelque part, qui nous permettrait de directement passer route ou en tant qu'un autre utilisateur. On va les énumérer avec la commande find. Ok, on a des choses intéressantes avec Nagios. Peut-être qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Là, il y a un TMP. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être très intéressant. On peut faire un sudo-l aussi. Oula. Ok, en tant que sudo-l, on peut exécuter beaucoup de choses en tant que route, sans avoir besoin de mot de passe. Ça peut être très intéressant. Ça veut dire que s'il y a un script qui est mal configuré et qu'on peut modifier ou quoi, il suffit d'un seul parmi tout ça. Donc là, il y a des étoiles, donc ça veut dire qu'on peut exécuter un peu ce qu'on veut. S'il y a des étoiles, ça veut potentiellement dire que ouais, on peut faire des. S'il y a des options un peu bizarres, on peut les utiliser pour passer. Si on regarde par rapport à ça, si on tente de l'exécuter, no such file directory, ça n'existe pas. Donc tout a l'air d'être dans user local Nagios XI. Ici, on est dans home Nagios. Si on revient en arrière dans le home, est-ce qu'on a un autre utilisateur? On a le fameux SVC, donc CD SVC. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non. Le bash history, on a vu qu'il est redirect vers le dev donc on n'a rien dedans. On n'a pas regardé dans notre propre répertoire, mais ça a l'air d'être la même. Là, on a un cookie.txt. Ah, on ne l'avait pas vu celui-là. Essayez de revenir dans notre home. 4 cookies.txt. En fait, c'est quelque chose qui a été généré automatiquement. Netscape, HTTP, cookie file. Bon, ça a pas l'air d'être très intéressant. On va se rendre dans notre user local, Nagios XI, là où il y a l'air d'avoir tous les scripts. On se rend dedans, ls-là. Donc il y a du cron, etc, des scripts. Ok, donc ça peut être intéressant. Il y a des tools, c'est du var, il y a pas mal de choses. ls-là. Donc on a tout ça. Si on regarde les droits, nous en tant que Nagios, il faudrait check pour lesquels on a le droit d'exécuter. Alors, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça, paf, directement là-dedans. Comme ça, j'ai juste à faire un Alt-Tab à chaque fois pour revenir et pas remonter à chaque fois. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est que on va les prendre un par un. Par exemple, ici, backupxi.sh. Est-ce que ce script-là, j'ai des droits dessus? Si on cherche où il est, backup, en tant que Nagios, j'ai juste le droit de ne rien faire en fait. Enfin, si, Nagios, je suis en groupe, donc c'est le deuxième. J'ai juste le droit de le lire et de l'exécuter. Donc, je peux pas le modifier. Si je pouvais le modifier, bah, j'aurais mis un shell dedans. J'aurais fait un sudo pour exécuter en tant que route avec la commande suivante et bah, j'aurais pu devenir passer route. Là, j'ai pas de droit de modification dessus. On peut faire la même avec tous les autres et finalement, je vous passe les détails, mais on va se rendre compte qu'il n'y en a aucun qu'on peut modifier. Il n'y en a aucun pour lesquels on a de la modification dessus. Donc on peut pas ajouter, modifier le contenu. Ok. Mais là, il y a quelque chose qui est intéressant déjà. Quand on a fait ça, Nagios Start, on avait vu que ça n'existait pas. Ça, c'est un service. Ça veut dire que le service Nagios n'existe pas. C'est bizarre parce Nagios tourne, il est censé tourner. Donc comment ça se fait? Peut-être qu'en fait c'est pas utilisé là-dessus, c'est utilisé via quelque chose d'autre. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais cd dans /opt/limpiz et on va lancer un petit limpiz sur la machine pour faire de l'énumération. Pour voir s'il n'y a pas des choses. Alors, évidemment, j'ai tout fait en route, donc
Ça pose problème hein, quand on veut y accéder. Voilà. Pont3-m http 80. Ici, on va se mettre dans slash tmp pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. On va lancer notre limpiz et on se retrouvera à la fin une fois. Alors effectivement 80 il est déjà utilisé donc je vais mettre le port 800. Donc on va faire un wget http 10.10.14.31 sur le port 800 et on va récupérer le limpiz.sh. On le télécharge, on donne les droits d'exécution dessus, chmod x limpiz.sh et on l'exécute et on va voir ensuite à la fin le résultat. Donc on se retrouve une fois que le script est terminé et on va pouvoir discuter des résultats ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, donc ça n'a pas fini de tourner, mais vous verrez qu'il y a pas mal d'output qui ne nous intéressent pas. Donc on va commencer directement. Donc les informations classiques, là on n'a rien, c'est du Debian, ça on le savait. Ok, environnement, on n'a rien de caché dans les environnements. Il n'y a pas d'app-armor. Les devices, ok. Là, les softwares qui sont disponibles, ok, pas intéressant. Ok, là, est-ce qu'il y a des choses qui tournent? Normalement, on devrait retrouver quelque part le mot de passe qui avait été utilisé pardon, par l'utilisateur SVC, normalement. Voilà, ici. Donc ça nous avait déjà été retourné directement par SNMP. Mais on aurait pu le trouver ici aussi. Process permission, on n'a pas de cron tab. En tout cas, rien qui est intéressant. Là, on a du Nagios XI, mais si on va voir dedans, il n'y a rien de vraiment très intéressant. Là, il y a des choses qui peuvent être vraiment sympas. On peut voir que le fameux service Nagios System, euh, donc on peut écrire dedans, et il appelle, en fait, non, c'est surtout qu'il appelle un binaire qui peut être modifié. Ça veut dire que, en fait, le service de Nagios, il appelle user local Nagios bin Nagios, et ce binaire-là peut être modifié. Donc, si on réussit à modifier ce Nagios-là pour, au lieu d'exécuter le vrai Nagios, il exécute par exemple un reverse shell ou une commande, et que on réussit à stopper le service et à le restart, ça veut dire qu'on peut faire des choses sympas avec. Donc ça, on va le garder de côté. Hop, copie. On va se le mettre ici. En tout bien, tout honneur. Hop. Ça, pareil, writable, executable. Hop, on se le met là. Ok, on est bon. Là, on va continuer. Donc là, vous voyez, ça, c'est que des choses pas intéressantes. On s'en fout, on s'en fout. Hop, on s'en fout. Jusqu'ici. Là, on continue. Ici, on retrouve donc ce qui tourne en local. Il n'y a rien qui a l'air d'être très intéressant. On pourrait tenter de se connecter à la base de données. Donc, soit avec l'utilisateur SVC, mais finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant parce que la base de données, on avait déjà eu accès avec SQLmap. On ne peut rien faire de plus. Et ici, bon, il relance un sudo-L. Et apparemment, l'étoile, pour lui, c'est assez important. Donc, on pourrait voir, parce que là, on a regardé si on pouvait modifier le contenu, mais on n'a pas regardé le contenu qui était dedans. Et ici, on a quelque chose, si on regarde un peu le nom, backup, donc on peut faire des backups pas intéressants, manage SSL, ça ne nous intéresse pas, reset config perm, ça peut être vraiment très intéressant. Et on a un manage service, qu'on peut run en tant que root. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On peut voir qu'apparemment, il y a un service de Nagios qui tourne, enfin qui lance un binaire qu'on peut modifier. Si on peut modifier le binaire et que on peut, grâce au droit sudo, manage le service Nagios et le faire restart pour qu'il l'exécute à la place de notre binaire, dans ce cas-là, c'est gagné et on peut avoir un reverse shell. Donc, on va regarder par rapport à ça si on peut faire des choses avec. Donc, on se rend tout en bas. On va faire un cat de ça et on va voir ce qu'il contient. On remonte tout en haut, paf, 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 voilà. Alors, comment on l'utilise? Alors, ça nous permet de start, stop et restart des services en utilisant la bonne méthode, machin bille. Ok. Donc, exemple, au début, donc on appelle le script. Ça, c'est la méthode qu'on veut utiliser. Donc, les méthodes, c'est dans first. Donc, c'est un tableau qui contient. Donc, on peut soit exécuter du start, soit du stop, soit du restart, soit status, reload, machin bidule, enable, disable. Nous, ce qui serait intéressant, c'est d'abord un stop
pour stopper le service, on modifie le Nagios, on le start, et ensuite ça s'exécute. Bon, le problème c'est que ça c'est bien, mais on ne sait pas déjà si on peut modifier directement le service Nagios et ce qu'il contient, parce que ça se trouve en fait c'est pas très clair ce qu'il y a dedans. On peut voir que le deuxième, le service qu'on peut restart, apparemment on peut taper sur du Nagios et aussi du NPCD. NPCD, on l'avait vu également ici, donc on a l'air de pouvoir y avoir accès également. Et si on regarde dans le Limpiz qu'on avait juste au-dessus, avec pas mal de choses. C'était en dessous. C'était... non, c'était pas là. C'était encore au-dessus, voilà. Il y a tellement d'output avec le Limpiz qu'on se perd très rapidement. Ici, on peut voir qu'on avait soit accès, du coup, à du Nagios, soit la même, mais avec NPCD. Et en fait, là, on a le choix, soit on utilise celui-ci, soit on utilise celui-ci. Ok. Donc maintenant, on a ça, on sait qu'on peut exécuter des commandes en tant que root pour manager des services, notamment Nagios, on peut le stop et le restart. Ok. Maintenant, on peut voir à quoi correspond la tête du fichier de service pour voir si on peut faire des choses intéressantes. Hop, si on fait un cat de son contenu, on peut voir que, alors, description de Nagios Score, ça on s'en fout. Alors, exec start pre, ça c'est avant que ça starte. Déjà, il utilise le binaire Nagios. C'est intéressant parce que on peut le contrôler. On avait vu qu'on avait les droits directement d'écriture et de modification dessus. Si on fait un ls-la sur les droits de ce binaire-là, on peut voir qu'on est propriétaire et du coup qu'on peut faire ce qu'on veut. Et que celui-ci est appelé là-dedans. Et que le service, on peut le manager parce qu'on a les droits sudo dessus. Donc, ici, exec start, ça va être exécuté. Donc, ça veut dire que ça va exécuter le binaire Nagios quand le service est start. Quand on fait un systemctl start Nagios, ça va exécuter cette ligne-là. Bah, c'est ce qu'on veut en fait, parce que si on arrive à mettre un reverse shell dans Nagios, on stoppe le service et qu'avec un sudo on le restart, ça veut dire qu'au start, ceci, ça va être exécuté, ceci contient notre reverse shell, donc notre reverse shell va être exécuté au start. Maintenant, il faut être sûr que le service tourne en tant que root. Si le service ne tourne pas en tant que root, ça va être chiant parce que on peut pas le lancer. Quoique, si, parce qu'on fait... Si, je dis n'importe quoi. Parce qu'on fait un sudo. Quand on fait un manage service restart, on le lance en tant que sudo. Donc normalement, j'imagine qu'il va être root. Bon. Ok, ça c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on crée... Alors déjà, avant, on va se rendre... D'abord, on va faire une copie de, du fichier parce que bon, si jamais on fait n'importe quoi et qu'on veut revenir en arrière, ben on pourra plus, donc c'est chiant. Donc on va faire un point hold. Hop, on l'a copié. Donc Nagios existe toujours, mais on a un autre nagios.hold qu'on pourra recopier en cas de problème si jamais on a fait n'importe quoi. Donc ça on est bon. Maintenant on peut voir que si on tente, par exemple si je fais un echo et le test que je veux écrire dans Nagios, je lance mes text file busy. Effectivement, le fichier est utilisé, on ne peut pas écrire dedans. Il est utilisé parce qu'en fait, le service tourne. Donc, si on refait un sudo-l, on va voir qu'on a tout ça. On va pouvoir faire un sudo de manage service. On va faire un stop de Nagios. Ok. Si on fait un status de Nagios, on peut voir que là, il est toujours chargé, mais il est inactif. Ok. Maintenant, on va vouloir mettre un reverse shell. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va reprendre à peu près la même tête que le reverse shell. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller de ce que j'avais pris. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc, on va mettre un reverse shell sur un autre port. Donc, par exemple, pour 1338, pardon. On modifie notre IP. On va le mettre dans notre Nagios, donc qui est à l'emplacement suivant. Hop, donc là, on le réécrit totalement. OK. On n'oublie pas de faire un chmod plus X dessus pour qu'il soit exécutable. On le remet. Et maintenant, on va pouvoir refaire la commande de start Nagios. Et avant de faire ça, évidemment, on va se setup un petit listener rlwrap sur le port 1338. Et si tout se passe bien, en faisant un start Nagios, en tant que sudo, on devrait obtenir un reverse shell parce qu'on vient de réécrire le binaire qui était lancé lorsqu'on startait le service. Donc si tout se passe bien,
Ici, je lance, et on a une erreur. Pourquoi on a une erreur? Parce que si on fait un status, hop, status machin, ça nous dit quoi? Exec start, process exited, exec stop, ok, on a des problèmes. Donc, c'était pas bon, ok. Donc peut-être qu'en fait, le binaire, il n'est pas reconnu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Non, aïe aïe aïe, j'aurais pas dû faire ça. Je relance. Je reviens, vous inquiétez pas. Toujours les aléas du direct, hein. Donc, qu'est-ce que j'avais comme commande? Status, donc Nagios, il est bien stop, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va RM. Je vais supprimer celui-ci. Je vais le recréer. Mais cette fois-ci, bon, je vais faire quelque chose un peu plus sympa. Je vais mettre le shebang devant. Ça s'appelle comme ça, hein. Le nom est un peu bizarre, mais dans user Nagios. Echo, effectivement, parce qu'il va il va modifier. Voilà. Donc là, si je fais un 4 de ça, il y a ça dedans. Je refais la même, mais cette fois-ci avec le double. Hop. Ok. Si je fais un 4 de Nagios, il y a ça, ça. Ok. Je refais un chmod plus X une nouvelle fois de Nagios. On est bon. Et là, je refais un restart. Et bon, on espère encore de nouveau que ça fonctionnera. Mais si c'est pas le cas, bah, je couperai pour voir, pour débugger un peu et savoir où ça en est. On start. Et là, c'est bon. On est connecté en tant que route. On a réussi à péter la machine. Alors, je sais pas ça fait combien de temps que je tourne, mais en tout cas, j'ai plus de voix. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais dans route, laisse tirer là, et on peut récupérer le mot de passe. Enfin, le flag route. Donc, cette machine était une machine médium. Bon, elle n'était pas vraiment très compliquée, mais elle était surtout très longue, et il y avait beaucoup d'énumérations à faire. Aussi, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation par rapport à Nagios. On était obligé, on a dû setup notre propre instance pour aller voir la documentation, pour voir comment ça se passait au niveau de l'API. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé dur ou pas. Et on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, parce que je prends de mon temps pour vous faire des write-up, j'espère, de qualité. Donc, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, une petite récompense, le petit biscuit. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.